Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audio. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Chapitre 1 – La naissance d'un géant. Si vous arrivez au port de Belfast tôt le matin à bord du paquebot postal en provenance de Fleetwood, vous remarquerez une légère traînée de fumée à l'horizon. Au début, elle apparaît comme la pointe d'un triangle encadré par les collines d'un côté, les rives verdoyantes couvertes d'arbres de l'autre, et l'horizon derrière vous. À mesure que le navire avance, le triangle se rétrécit, les eaux deviennent plus calmes et le navire laisse une traînée blanche et écumeuse qui reflète la forme triangulaire du littoral. Derrière vous, le phare de Copeland veille sur le lever du soleil et les vagues tourbillonnantes du chenal, tandis qu'à l'avant, la fumée se confond avec les rivages qui se resserrent, formant une sorte de canopie gris. Le seul bruit perceptible est le doux murmure de l'écume contre le navire. Au départ, il semble que vous vous dirigiez droit vers une plaine grise et boueuse. Mais en vous approchant, un étroit passage apparaît dans la boue et les graviers. Deux basses rives, ressemblant aux berges d'un canal, s'étendent dans les eaux du Lough. Le navire ralentit presque à l'arrêt lorsqu'il entre dans ce passage étroit, connu sous le nom des îles Jumelles. Ce passage est si étroit que l'eau se soulève contre les rives de gravier des deux côtés, créant des vagues ressemblant à deux chevaux gris avec des crinières blanches ondulantes. Ces chevaux suivent le navire, avançant dans un rythme lent et délibéré jusqu'à ce que le passage soit franchi. De jour comme de nuit, en toute saison, ces vagues grises semblent toujours vigilantes, prêtes à se lever pour escorter chaque navire de passage. Une fois cette entrée gardée passée, vous vous retrouvez dans le port de Belfast. L'eau y est calme, trouble et porte l'odeur de la terre plutôt que celle de la mer, donnant une impression d'éloignement de l'océan ouvert. Lorsque le navire pénètre dans le passage étroit, un nouveau bruit se fait entendre, un bourdonnement bas et régulier, semblable au bourdonnement d'une ruche géante. Ce bourdonnement devient une symphonie forte et retentissante de frappes métalliques innombrables. En regardant sur votre gauche, vous voyez la source de ce bruit, une énorme structure de fer qui s'élève du paysage plat et boueux. Elle ressemble à une forêt dépouillée, avec d'innombrables troncs rouillés et branches tendues vers le ciel, plus haut que n'importe quel arbre naturel. Ces formes de fer ressemblent aux vestiges squelettiques d'un bosquet autrefois florissant, longtemps submergé et maintenant exposé, stérile et décomposé. Il n'y a pas de surface solide, seulement un enchevêtrement de poutres et de traverses de fer, avec la fumée et le ciel gris visible à travers chaque interstice. Un réseau chaotique et tentaculaire qui semble à la fois vaste et inquiétant, telle une immense toile d'araignée suspendue entre la terre et le ciel. En vous rapprochant, cette forêt de fer révèle qu'elle est vivante d'activité. Du sol jusqu'aux poutres les plus hautes, elle fourmille de mouvements. D'abord, on dirait de minuscules insectes rampant sur un tissu en décomposition, puis des oiseaux se pressant sur des branches stériles. Enfin, il devient clair qu'il s'agit d'innombrables ouvriers, petits en comparaison des structures de fer colossales qui les entourent. Ces cadres massifs, aussi vastes que des cathédrales mais aussi délicats que des toiles d'araignée, sont animés par le labeur des hommes. Leur travail produit un vacarme assourdissant qui semble à distance faible et presque musicale. De près, le bruit est incessant et rugueux, une cacophonie de fer et d'acier en collision, un son né de matériaux inflexibles soumis à des forces inflexibles. Jour et nuit, le martèlement résonne, un processus incessant et éprouvant qui annonce la création de quelque chose de monumental. C'est dans cette vaste étendue bruyante que le Titanic a commencé à prendre forme. Pendant des mois, aucun signe de navire n'était visible, seulement
une structure squelettique énorme qui ressemblait à un échafaudage pour plusieurs nefs de cathédrales alignées bout à bout. Au loin, des fours fondaient des milliers de tonnes de matières premières qui arrivaient ici sous forme de poutres immenses, de plaques d'acier, de kilomètres de câbles et de tiges, et d'innombrables rivets et boulons. Chaque pièce était si lourde que même des groupes d'hommes avaient du mal à les déplacer. Pourtant, rien de visible ne laissait supposer qu'il s'agirait un jour d'un navire capable de flotter sur l'eau. Les saisons passèrent. Le soleil se levait sur Carrickfergus et les îles Copland, et les navires continuaient à glisser dans le port, flanqués des fidèles chevaux gris du chenal. Pendant ce temps, le chaos métallique sur l'île de Queen s'intensifiait. Peu à peu, un immense chemin d'acier, long de près d'un quart de mille, émergea. Une structure si massive et solide qu'elle semblait plus adaptée à un chemin de fer colossal qu'à un navire. Les ouvriers l'appelaient la quille, mais il était difficile de croire que cette immense fondation pourrait un jour flotter. Les échafaudages s'élevaient toujours plus haut, s'étendant davantage vers le ciel. La structure de fer s'agrandissait comme si l'humanité construisait un temple incarnant son savoir en matière de grandeur et de permanence. Quelque chose destiné à rester enraciné ici pour l'éternité. Le bruit et les efforts augmentaient. Dans des bureaux silencieux, les ingénieurs et les concepteurs travaillaient sur des calculs minutieux, traduisant des années d'expérience en plans détaillés. Ces plans étaient ensuite transmis aux ateliers où des marteaux à vapeur et des scies façonnaient le métal brut en forme précise. Lentement, ces pièces étaient assemblées pour donner naissance à la structure en pleine croissance. Alors que le chantier naval résonnait d'activité, des navires du monde entier continuaient d'arriver. Des charbonniers poussiéreux venant de la Tine, des goélettes usées par les côtes voisines, des navires transportant du bois des pays baltes et des paquebots postaux élégants. Même d'immenses paquebots transatlantiques, usés par leur voyage, trouvaient refuge ici, tous escortés par les vagues grises toujours vigilantes. Pourtant, même les plus grands de ces navires semblaient insignifiants comparés à l'immense construction qui s'élevait sur l'île de Queen, une structure qui éclipsait tout ce qui l'entourait, un monument à l'ambition et à l'ingéniosité humaine. Au fil des saisons, les ouvriers travaillant parmi les poutres de fer ressentaient la morsure du givre de l'hiver et la chaleur brûlante de l'été. Jour après jour, leur labeur continuait et lentement, le squelette d'acier et de fer commença à prendre forme. Une jeune voyageuse au port vit ce spectacle et déclara « Je n'en croyais pas mes yeux. » Là, devant moi, s'élevait quelque chose de plus haut que tout ce que j'avais jamais vu. Le navire était énorme, bien plus grand que les bâtiments autour, et il faisait paraître les collines voisines minuscules. Comment quelque chose d'aussi gigantesque, d'aussi lourd, pouvait-il flotter? Cela semblait irréel, presque comme si cela défiait les lois de la nature. Pourtant, les marteaux continuaient de frapper, les machines restaient en mouvement, et les vagues grises continuaient de guider les petits navires vers le port, insensibles aux miracles qui prenaient forme. Seule une étroite bande d'eau séparait cette structure gigantesque de la rive opposée, un espace qui semblait trop exigu pour libérer un tel colosse dans la mer. L'idée que cette création massive puisse quitter sa fondation semblait inconcevable. Elle ressemblait davantage à une montagne qu'à un navire, et sa taille gigantesque défiait toute logique. Mais à mesure que le navire prenait forme, ses caractéristiques commençaient à se matérialiser avec une grandeur écrasante, un gouvernail aussi grand qu'un orme majestueux, et des hélices aussi grandes que des moulins à vent. Tout dans ce navire atteignait une échelle qui relevait du cauchemar. Sous sa base de fer, les ouvriers posèrent des fondations de bois et de béton pour supporter son poids immense. Ils construisirent des plateformes coulissantes en pin résineux enduites de 20 tonnes de suif pour faciliter son mouvement éventuel.
Des vérins hydrauliques et de puissants déclencheurs furent soigneusement installés, prêts à pousser ce géant de la terre vers la mer qu'il était destiné à dominer. Enfin, le moment tant attendu arriva. L'ossature, autrefois nue, était désormais recouverte de plaques d'acier brillant comme les feuilles d'un arbre de fer. Les poutres squelettiques s'étaient transformées en murs imposants, créant un navire dont les ponts s'étendaient comme de vastes salles de bal. Ce qui avait été un labyrinthe chaotique de poutres et de supports s'était métamorphosé en un vaisseau structuré, une ville flottante. À l'intérieur, des rues furent tracées et des pièces furent aménagées avec un luxe inégalé, surpassant même les palais les plus somptueux. Cette création monstrueuse n'était plus simplement un navire, c'était une merveille de l'ingéniosité humaine, un témoignage de l'ambition et des compétences de ceux qui l'avaient façonné. Et puis, alors que des milliers de personnes observaient en silence, l'incroyable se produisit. Toute la structure commença à bouger. Elle se déplaça comme un seul corps massif, répondant à la douce poussée de l'eau générée par les vérins hydrauliques. Il n'y eut pas de baptême grandiose, ni de bris de bouteilles de champagne comme pour les navires plus petits. Seule la mer elle-même avait la force nécessaire pour mettre en mouvement cette création colossale. L'eau toucha le berceau de bois, et celui-ci commença à glisser le long des rampes graissées, transportant le navire vers la mer. Lorsque le berceau s'arrêta, le navire continua seul. D'abord, il se déplaça lentement, presque imperceptiblement, puis il prit de la vitesse, glissant de plus en plus vite, comme un cheval passant au galop. La proue plongea dans l'eau, la coupant avec force, envoyant des vagues onduler au loin, comme si elles étaient surprises par l'arrivée d'un être si immense. Finalement, le navire s'immobilisa, flottant sans effort sur la mer qu'il avait été conçu pour dominer. Les ouvriers, qui avaient passé d'innombrables jours et nuits au milieu du bruit et du chaos de sa construction, abandonnèrent leurs outils. Ils acclamèrent de leurs voix enrouées, leurs cris résonnant à travers le port. L'impossible était devenu réalité. Le Titanic était à flot. Ainsi, le jour arriva où les vagues grises, telles des montures fidèles, furent appelées à accomplir leur plus grande mission. Avec leurs crêtes hautes et leur écume blanche, s'élevant plus que jamais, elles escortèrent fièrement le Titanic entre les îles et vers la mer ouverte, marquant le début de son entrée dans l'histoire. Bonjour, si vous avez aimé notre livre audio, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de votre soutien pour vous proposer encore plus de livres audio. Merci d'avance pour votre soutien. Chapitre 2. Un navire comme aucun autre. À midi, le mercredi 10 avril 1912, le Titanic quitta Southampton pour son voyage inaugural. Son expérience en mer avant cela avait été brève. Des remorqueurs l'avaient poussé et tiré à travers les eaux du Belfast Lough pour tester sa manœuvrabilité. Elle avait été tournée pour ajuster ses compas et, lors d'un court essai de quelques heures, ses puissants moteurs avaient été testés en mer d'Irlande. D'abord prudente, le Titanic avait progressivement mis en marche son immense machinerie, démontrant toute sa puissance en traversant le canal Saint-Georges, contournant la péninsule de l'Isard, longeant le phare d'Eddystone, pour finalement atteindre les eaux de Southampton. À son arrivée, elle n'était plus une débutante incertaine face à l'océan, mais un géant confiant, prêt à assumer son rôle de plus grand navire du monde. Le jour de son départ, une foule immense se rassembla au dock de Southampton pour l'acclamer. Avec une majestueuse aisance, elle s'éloigna de la jetée en eau profonde, entamant son véritable voyage en mer. Presque aussitôt, sa puissance immense se manifesta. En passant près du paquebot New York, plus petit mais néanmoins imposant, l'eau déplacée par l'énorme masse du Titanic créa une force de succion si intense qu'elle rompit les épais câbles d'amarrage en acier du New York comme s'ils n'étaient nés que des fils. Le paquebot dériva dangereusement, se rapprochant à 15 pieds du Titanic avant que des remorqueurs ne réussissent à le ramener en sécurité.
évitant de justesse une collision. Pour beaucoup de passagers, les premières heures à bord d'un navire aussi massif et luxueux furent désorientantes. Le voyage de 8 heures entre Southampton et Cherbourg fut consacré à explorer les vastes intérieurs du Titanic, à essayer de naviguer dans ce vaisseau qui transportait une population équivalente à celle d'un petit village. Même les cabines de deuxième classe étaient remarquablement confortables et les passagers de troisième classe se retrouvaient entourés de commodités inattendues. Cependant, ce furent les passagers de première classe, habitués au summum du luxe à terre, qui furent les plus émerveillés. Le Titanic était souvent décrit comme un hôtel flottant, mais pour ceux à bord, il devint vite évident qu'il surpassait même les plus grands hôtels. Ses intérieurs combinaient l'élégance des châteaux français au charme des manoirs anglais. Chaque détail reflétait une maîtrise du confort moderne, fusionnant beauté, praticité et luxe en une expérience extraordinaire. C'était comme si un grand artiste, un épicurien, un poète et l'aristocrate le plus indulgent avaient imaginé le palais parfait pour le voir enfin réalisé, non pas sur terre, mais en pleine mer. Baigné par le brillant soleil d'avril et empli de l'air salin vivifiant de la Manche, le Titanic offrait un environnement sans égal. Il n'était pas seulement un navire, il était une œuvre d'art et un témoignage de l'ambition humaine, naviguant avec assurance lors de son premier voyage vers l'histoire. L'une des nobles voyageuses murmura à son mari « Mon cher, jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse y avoir plus après tout le confort et le luxe que notre civilisation nous a offert. Et pourtant, ce navire prouve qu'il existe toujours quelque chose de plus grand. Marcher à travers cette magnificence, une grandeur qui ferait pâlir d'envie les rois et reines ayant régné sur l'Europe pendant des siècles, me remplit d'excitation. Imaginez partager les plus grands vins dans les salles les plus exquises de ce navire avec toi. Rêver des nuits les plus chaudes à tes côtés. Embrasse mon âme et mon corps comme jamais auparavant. » Les descriptions de merveilles et de prodiges peuvent souvent sembler fastidieuses, mais pour véritablement comprendre l'histoire du Titanic, il nous faut commencer comme l'ont fait ses passagers, par une impression émerveillée de son luxe et de sa beauté incomparable. Pour ce faire, imaginons le voyage d'un passager idéal découvrant, pas à pas, la grandeur du navire. Un voyageur avisé commencerait probablement par le point de vue le plus élevé disponible, le pont des embarcations. Ce pont, qui allait plus tard devenir la scène d'une tragédie inimaginable, offrait une vue panoramique sur le navire et la mer. À l'avant du pont se trouvait la passerelle, le centre de contrôle du navire, brillant d'instruments éclatants et polis. La passerelle était pavée de grilles blanches immaculées et équipée de téléphones reliant chaque partie essentielle du navire, de télégraphes de salle des machines, ainsi que de commandes pour fermer les portes étanches en cas d'urgence, des commandes de cornes de brume, des tubes acoustiques et d'autres mécanismes faisaient de cet endroit le centre nerveux du Titanic, un lieu où les ordres se transmettaient comme des impulsions d'un cerveau à ses membres. Juste derrière la passerelle, des portes menaient au quartier des officiers, et plus en arrière se trouvait la salle Marconi, le centre de communication sans fil du navire. Ce petit espace, pourtant crucial, était rempli de machines étincelantes en laiton, verre et vulcanite, entourées de fils et d'interrupteurs. À l'intérieur, un opérateur sans fil concentré, équipé d'un casque téléphonique, travaillait sans relâche, envoyant et recevant des messages à travers l'éther, un miracle moderne de communication. Au-delà de la salle Marconi se trouvait le grand escalier, une caractéristique emblématique du navire. Cet escalier majestueux, conçu dans le style anglais ancien, présentait des panneaux solides agrémentés de sculptures complexes rappelant les chefs-d'œuvre de Grinling Gibbons. Fruit du talent des meilleurs sculpteurs sur bois d'Angleterre, il alliait élégance et un sens intemporel de l'artisanat. En se déplaçant plus vers l'arrière, le pont passait devant le gymnase, un espace conçu pour permettre aux passagers de rester actifs et en forme pendant le voyage. Là,
Les voyageurs pouvaient s'exercer tout en profitant des vues extérieures. Plus loin, le pont blanc au toit couvert laissait place à une vaste étendue ouverte, exposée à l'air frais, au soleil et, à l'occasion, à la fumée et à la suie des 4 immenses cheminées du navire. Chaque cheminée, peinte en ocre et noir, était si vaste qu'elle aurait pu abriter un tunnel ferroviaire dominant le pont et ajoutant à la présence imposante du Titanic sur la mer. Le Titanic glisse doucement au-delà des Needles, où le petit phare blanc paraît presque insignifiant à côté des falaises imposantes. L'air vif de la Manche vivifie les sens et le son des clairons annonce le déjeuner. Notre voyageur descend le grand escalier, remarquant peut-être la grande horloge en chemin. Ces figures, représentant l'honneur et la gloire couronnant le temps, se tiennent au-dessus de la foule en contrebas. On pourrait se demander si ces statues ne ressentaient pas un certain malaise à observer cette foule de passagers, dont beaucoup avaient acquis richesse et prestige grâce aux opportunités plutôt qu'au mérite. Le voyageur continue sa descente, passant devant le premier étage qui mène aux appartements privés, à une salle d'écriture et à une bibliothèque, et dépassant les 2e et 3e étages où se trouvaient les cabines. Au 4e étage, il entre dans une grande salle de réception qui s'étend sur toute la largeur du navire. Cet espace, orné d'une tapisserie d'Aubusson inspirée de la série des Chasses de Guise, ressemble davantage à une demeure seigneuriale qu'à une partie d'un paquebot transatlantique. La pièce dégage une atmosphère de loisirs spacieux, libérée des contraintes habituellement associées au voyage en mer. Depuis cette élégante salle de réception, notre voyageur entre dans la salle à manger, véritable joyau de l'opulence du Titanic. Ce n'est pas seulement la plus grande pièce jamais construite pour flotter sur les mers, c'est également la plus grande pièce jamais conçue pour se déplacer d'un lieu à un autre. Inspirée d'une version allégée du style du XVIIe siècle, visible à Hatfield et Haddon Hall, la salle remplace la richesse sombre du chêne par un blanc émaillé lumineux. Le plafond est orné de plâtre jacobéen complexe et la lumière du soleil traverse des vitraux artistiquement colorés, créant une douce lueur apaisante. La salle, capable d'accueillir plus de 450 convives, reste spacieuse même avec 300 passagers savourant leur premier repas à bord. L'air est empli de musique entraînante, de conversations joyeuses, du tintement discret des couverts et de la porcelaine et du léger pouls rythmique des moteurs du navire. Alors que notre voyageur s'installe à une table solitaire, il réfléchit à l'échelle de ce monde flottant. Depuis des milliers d'années, chaque génération s'émerveille devant les structures grandioses et magnifiques construites par celles qui l'ont précédée, cherchant à créer quelque chose d'encore plus impressionnant. Il existe des centaines de structures anciennes sur Terre que nous ne pouvons toujours pas égaler aujourd'hui, et nous ignorons encore comment elles furent édifiées à leur époque. Pourtant, je crois qu'il n'y a jamais eu une autre création comme celle-ci, quelque chose qui peut glisser sur l'eau, silencieusement mais avec tant de fierté, traversant tous les océans du monde et les laissant derrière elle dans son sillage. Je me sens comme un citoyen égyptien ancien, debout au sommet de la grande pyramide, alors que la dernière pierre est posée, me demandant « Comment avons-nous accompli cela ?» Dans une autre salle voisine, 300 passagers de 2e classe dînent également. En dessous d'eux, 700 passagers de 3e classe prennent leur repas. Dispersés dans tout le navire, près d'1 millier de membres d'équipage mangent également. La scène est un prodige d'organisation et de logistique, offrant un niveau de luxe inimaginable à terre. Les tables ne sont pas garnies des plats simples habituels des voyages en mer, mais de provisions fraîches et délicates provenant des 4 coins du monde, un étalage d'abondance et d'extravagance qui capture l'esprit du voyage inaugural du Titanic. La musique continue à jouer et le service fluide se déroule sans effort. Tout en haut du grand escalier, les figures de l'honneur et de la gloire marquent une nouvelle heure sous le dôme en fer forgé. Cherchant un moment de clarté, notre voyageur retourne à l'air libre pour confirmer qu'il est bien en mer.
Un ascenseur électrique le transporte rapidement sur 4 étages jusqu'au pont où les eaux bleu-gris de la Manche tourbillonnent en vagues écumeuses contre les flancs imposants du navire. L'immense élan des 50 000 tonnes du Titanic fait tourbillonner la mer derrière lui alors qu'il avance avec puissance. Cette fois, le voyageur s'arrête avant d'atteindre le pont des embarcations et commence à explorer le vaste pont B situé en dessous. Abritée par le pont supérieur et sans obstacle, cette vaste promenade blanche s'étend à perte de vue de chaque côté de la structure centrale, ressemblant à une large route ouverte. Les stewards du pont s'affairent à disposer les chaises en rangées ordonnées, prêtes à être réclamées par les passagers pour la durée du voyage. Tel un parc à la mode par un après-midi ensoleillé, le pont vibre d'activité, tandis que les passagers se promènent tranquillement sous la douce chaleur du soleil. Vers l'avant du pont, les suites luxueuses bordent le navire, toujours appelées cabanes, mais n'ayant rien de commun avec la simplicité suggérée par ce terme. Ces espaces rivalisent avec les plus belles demeures à terre, offrant un confort et un style incomparables. Curieux, notre voyageur jette un œil à travers une fenêtre sans rideau et aperçoit un appartement entièrement aménagé. Chaque suite comprend des chambres, un salon, une salle de bain et une pièce de service. Ces espaces ne se contentent pas d'incarner un luxe mécanique. Ils témoignent d'un design réfléchi, empreint d'élégance et de romantisme. Des lits jumeaux, conçus dans des styles tels que l'Empire ou Louis XVI, symbolisent l'opulence raffinée qui y règne. Au lieu de simples hublots, les suites disposent de grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur la mer, semblable à celle d'un château perché sur une falaise. Des feux chaleureux, alimentés par du charbon de mer, brillent vivement dans les cheminées ouvertes, et chaque suite est décorée de manière unique, dans des styles allant d'Adam à Applewhite en passant par Louis XVI, toutes œuvres de maîtres artisans. Pour profiter de ces hébergements exclusifs, un millionnaire débourse jusqu'à 200 guinées par jour, un prix qui garantit la confidentialité et l'éloignement du reste des passagers. Pour ceux qui le souhaitent, les suites offrent une évasion complète de la réalité d'être à bord d'un navire. Même la mer, omniprésente au-delà des fenêtres, est facilement ignorée. Il semble que les concepteurs de ce palais flottant aient presque ressenti une gêne face à la mer elle-même. Malgré sa beauté éternelle juste derrière les rideaux, l'intérieur du navire tend souvent à la masquer ou à l'atténuer. Il existe une exception, un fumoir situé à l'arrière du pont inférieur où de grandes fenêtres s'ouvrent sur une véranda vitrée. De là, la mer est visible, rappelant constamment la place du navire dans le monde. Pourtant, même cette vue est adoucie. Des treillages recouverts de rosiers en fleurs remplissent la véranda, leur rose écarlate évoquant l'abri paisible de jardins loin de la sauvagerie de l'océan. Chapitre 3. La vie en pleine mer. Le premier après-midi en mer est désorientant, avec d'innombrables visages inconnus dans la foule. Pourtant, en mer, ces étrangers deviennent peu à peu des individus avec des histoires distinctes. Pour comprendre profondément l'histoire du Titanic, il faut s'imaginer à bord de ce joyeux voyage d'avril. Alors que le soir approchait, la côte française se dessina. Cherbourg passa comme un instantané. Une digue, un bâtiment au sommet d'une falaise, des remorqueurs animés et un phare brillant au coucher du soleil. Le navire tourna vers l'ouest, ses moteurs ronronnant régulièrement. Ce soir-là, notre voyageur dîna au café-restaurant, trouvant son chemin à travers des couloirs illuminés jusqu'à cet espace raffiné. Le personnel français offrait un service élégant, tandis que les invités dégustaient des mets délicats comme des œufs de pluvier et des fraises accompagnées de champagne Clicquot millésimé, dans un intérieur si raffiné qu'ils oubliaient être en mer. Une noble dame, sur le point de traverser un océan pour la première fois de sa vie, sirota du champagne et confia à son ami. « Oh, chère Bess, dernièrement, je n'arrive pas à retrouver mon honorable époux à mes côtés comme avant.
Nous approchons de notre 3e année de mariage et, hélas, la passion n'est plus ce qu'elle était. J'ai tout fait pour attirer son attention, mais je n'ai pas encore réussi à raviver en lui cette flamme de désir. Je ne peux m'empêcher de penser que cette obsession qu'il a pour le Titanic est peut-être liée à l'état de notre intimité. Bien qu'il sache que je n'aime pas la mer, nous voilà partis pour traverser l'océan, comme s'il me donnait une dernière chance de sauver notre mariage. Si nous ne parvenons pas à raviver notre amour dans l'atmosphère magique du Titanic, alors, comme tout le reste, j'ai peur que nous touchions bientôt à notre fin. Après le dîner, les passagers se promenèrent sur le pont, vêtus élégamment pour la soirée, se mêlant sous un éclairage doré et sur fond de musique de valse. Le Titanic avançait vers l'ouest à 40 km/h à travers la mer obscure. Les invités se retirèrent, non pas dans des couchettes exiguës, mais dans des chambres privées avec des téléphones connectant les 2000 passagers. Le lendemain matin, au port de Cork, d'autres passagers embarquèrent avant que le navire ne prenne la mer. Un voyage en mer commence avec les docks agités, les eaux troubles du port et des visages inconnus. Lorsque le navire entre dans la Manche, les eaux scintillent le jour et brillent la nuit, longeant des repères familiers, les falaises grises de l'Isard, le phare d'Ouessant et le solitaire Fastnet, autant de préludes à l'immensité de l'océan ouvert. La vie en mer suit son propre rythme. Le mal de mer initial cède la place à la récupération lorsque le soleil attire les passagers de retour sur le pont. La foule anonyme se transforme en individus distincts à mesure que des communautés temporaires se forment. Des amitiés et des rivalités naissent, créant un monde social unique qui n'existe que pour la durée du voyage. Alors que le navire traverse l'océan, le monde extérieur et nos vies intérieures se transforment. Les routines quotidiennes s'effacent dans cet univers flottant, remplacés par de nouveaux rythmes et de nouvelles expériences. Seuls les souvenirs nous relient à nos vies sur Terre, comme des fils invisibles s'étirant à travers la mer jusqu'à ceux que nous avons laissés derrière nous, nous ancrant jusqu'à notre retour. Même pour les voyageurs les plus aguerris, il y a quelque chose d'extraordinaire à se réveiller un jour en mer, sans rivage en vue, avec la prise de conscience que plusieurs jours de vie se dérouleront confinés à bord du navire. La lumière du matin en mer est unique, traversant les fenêtres, se reflétant sur les murs peints en blanc et les installations étincelantes des salles de bain. L'air est frais et pur, portant une sensation de netteté dans les couloirs du navire qui ne ressemble à rien d'autre. Le vendredi matin, les passagers du Titanic se réveillèrent pour commencer, en toute sérénité, leurs 4 jours d'isolement dans cette ville flottante. Notre voyageur, curieux d'explorer chaque aspect du navire, poursuit ses découvertes, peut-être muni d'un permis spécial du capitaine ou de l'ingénieur en chef pour accéder aux parties généralement interdites. Suivons-le pour mieux comprendre la disposition interne du navire. La superstructure frappante des ponts visibles sur les photos et les dessins, bien qu'elle soit visuellement dominante, n'est qu'une partie du navire, certes la plus luxueuse. Cette section centrale, longue d'environ 150 mètres et répartie sur 3 ponts, était principalement réservée aux passagers de première classe. Les exceptions incluaient les quartiers des officiers juste derrière la passerelle sur le pont le plus haut, ainsi que le fumoir et la bibliothèque de la 2e classe à l'arrière de la superstructure, au 3e et 4e pont. Ces ponts abritaient les hébergements les plus élégants, allant des cabines somptueuses aux grands espaces sociaux. Sous cette superstructure, dans la section la plus stable du navire au centre, se trouvait la salle à manger de première classe, ainsi que les offices et cuisines juste à l'arrière. 2 ponts plus bas se trouvaient les salles à manger et les cuisines des passagers de 3e classe. Sous ces espaces, séparés par un pont en acier épais, se trouvaient les chaufferies et les soutes à charbon, reposant sur la double coque du navire. À l'arrière des chaufferies se trouvaient les salles des machines. La salle avant abritait les machines alternatives alimentant les 2 hélices latérales, tandis que la plus petite salle arrière contenait la turbine qui entraînait l'hélice centrale.
Au-delà de cette section centrale, qui occupait environ 2/3 de la longueur du navire, les sections avant et arrière étaient divisées en espaces plus petits. L'arrière abritait les cabines de deuxième classe, ainsi que les entrepôts et les marchandises, tandis que l'avant contenait les couchettes de troisième classe, les quartiers de l'équipage et des espaces supplémentaires pour le fret. Contrairement aux passagers de première et de deuxième classe, dont les cabines étaient regroupées, les passagers de troisième classe étaient dispersés dans tout le navire. La plupart de leurs couchettes se trouvaient à l'avant, près du gaillard, mais certaines étaient situées à l'arrière. Leur salle à manger se trouvait au centre du navire, tandis que leur fumoir était situé tout à l'arrière, directement au-dessus du gouvernail. Pour un passager de troisième classe logeant dans les couchettes avant, se rendre au fumoir signifiait parcourir presque toute la longueur du navire, un aller-retour approchant près de 800 mètres. Cette disposition met en évidence à quel point le Titanic ressemblait davantage à une petite ville qu'à une maison unique. Un passager de troisième classe ne se déplaçait pas simplement d'une pièce à une autre, il voyageait d'un quartier à un autre, naviguant dans un navire si vaste qu'il semblait constituer un monde à lui seul. L'un d'eux interpella son ami. « Hé Marcus, si on faisait encore un tour complet du navire, d'un bout à l'autre? On a besoin d'exercice si on veut continuer à fumer ces fichues cigarettes tout en prenant soin de notre santé. Les ingénieurs qui ont construit ce navire savaient vraiment penser à des gens comme nous, non? Je parierais que ces riches bonshommes dans les cabines de première classe passent leur journée affalée, à fumer dans leur chambre, sans s'en faire le moins du monde. » Imaginez le Titanic filant vers l'ouest à travers l'Atlantique, coupé en deux de la proue à la poupe, révélant tous ses rouages intérieurs comme une coupe transversale d'une ruche. Vous verriez une version miniature de la société, avec ses différentes classes et rôles clairement exposés. En haut, les riches et les puissants profitent des plus grands luxes, entourés d'élégance et de confort. Juste en dessous, leurs domestiques et leur personnel s'occupent non pas de leurs besoins essentiels, mais de leurs désirs superflus. Tout en bas, au cœur même du fonctionnement du navire, des ouvriers s'activent sans relâche à pelleter du charbon dans les fournaises rugissantes, une tâche incessante et sans joie qui alimente le navire et soutient la vie au-dessus. Le contraste est saisissant. En haut, beauté et loisir. En bas, labeur harassant et souffrance. Ce microcosme de la vie sur le Titanic est rempli d'activités et de contrastes. À 10 heures du matin, sous le grand dôme de fer et de verre de l'escalier central, quelqu'un affiche des nouvelles fraîches envoyées par télégraphe sans fil depuis Londres sur un panneau d'information. Dans une cabine ensoleillée de première classe, une personne se retourne dans son lit, demandant à une femme de chambre de fermer les rideaux pour bloquer la lumière du soleil. Pendant ce temps, à 25 mètres en dessous, les chauffeurs peinent dans une chaleur étouffante et juste sous eux repose la mer froide et verte. Dans le fumoir de première classe, un groupe s'installe pour une partie de cartes, indifférent à l'immensité de l'océan ou même au navire lui-même. Non loin de là, le chef steward rassemble méthodiquement les provisions nécessaires pour la journée en consultant le magasinier pour que tout fonctionne parfaitement. L'échelle des provisions est impressionnante. 45 tonnes de bœuf, 30 000 œufs frais, 50 tonnes de pommes de terre, 450 kilos de thé et 1200 litres de crème entreposés dans des compartiments réfrigérés près de la salle des machines. Le steward est également responsable de la gestion de la vaisselle, des verres et des couverts du navire, 90 000 pièces au total, ainsi que d'innombrables linges pour les lits et les tables à manger. Tout à propos du Titanic est immense. L'ancre centrale, qui nécessitait 16 chevaux pour être transportée, pèse plus de 15 tonnes et son câble peut supporter une charge de 300 tonnes. Le gouvernail, un appendice apparemment modeste, mesure 25 mètres de haut et pèse 100 tonnes. Même le nid de pie du navire n'est pas atteint par des cordages traditionnels, mais par un mât creux contenant un escalier intérieur où une porte s'ouvre sur le poste d'observation.
Mais au-delà de la grandeur du navire, la vie à bord était remplie d'activités fascinantes et inattendues. Si vous pouviez jeter un œil à l'intérieur des nombreux compartiments du navire, vous assisteriez à des scènes très éloignées de la vie maritime traditionnelle. Dans une pièce, un orchestre répète, dans une autre, quelqu'un pêche des truites vivantes dans un bassin aménagé à bord. Ailleurs, des employés des postes trient des lettres destinées à tous les coins du monde occidental, tandis que des mécaniciens nettoient des voitures dans le garage du navire. Dans un élégant salon, le son d'un piano emplit l'air tandis que des passagers s'assoient dans de confortables fauteuils en velours, lisant des livres et profitant de fleurs fraîches cultivées en serre. Non loin de là, d'autres plongent et nagent dans une piscine suffisamment profonde pour submerger un homme de grande taille, ou jouent au squash sur un cours intérieur. Sur les ponts ouverts, des centaines de passagers profitent du soleil et respirent l'air frais de la mer, apparemment inconscients des activités animées qui se déroulent à quelques mètres seulement. L'immense taille du Titanic avait deux objectifs principaux, le confort et la sécurité. Bien que beaucoup ait été dit sur ces équipements luxueux, une attention égale a été portée à la stabilité du navire. Sous la ligne de flottaison, le navire était soigneusement lesté avec les composants les plus lourds, chaudière, moteur, soute à charbon et cargaison. Ces éléments étaient agencés avec précision, complétés par un système de cloisons, des parois en acier solide divisant la coque en compartiments distincts. Les concepteurs étaient convaincus qu'aucun accident, à l'exception d'une explosion catastrophique de chaudière, ne pourrait faire couler le navire. Le Titanic était équipé de 15 cloisons s'étendant du fond du navire bien au-dessus de la ligne de flottaison. Ces cloisons en acier étaient conçues pour contenir les dommages. Si la proue venait à heurter un objet de front, le froissement serait limité aux sections avant. Si la coque était percée sur le côté, même avec un ou deux compartiments endommagés, le navire resterait à flot pendant un temps considérable, potentiellement plusieurs jours. Un père tentait de rassurer son fils sur la sécurité de leur voyage à bord du navire. « Mon cher garçon, il n'y a rien à craindre. Je sais que tu as peur des bateaux, des radeaux, ou de tout ce qui bouge sur l'eau, mais ce navire, ce Titanic, est l'occasion parfaite de surmonter ces peurs. Regarde-le. Si solide, si massif, et si sûr. Penses-tu que des dauphins, des requins, ou même des baleines pourraient faire couler un navire comme celui-ci? Et laisse-moi te rappeler que Moby Dick n'est plus là non plus. Maintenant, dis-moi, penses-tu que le vent, les tempêtes, la pluie ou même les ouragans pourraient abattre ce navire? Ceci, Peter, est le seul navire au monde vraiment insubmersible. Si tu ne me crois pas, regarde autour de toi tous ces gens riches. Crois-tu que des personnes aussi fortunées prendraient le risque de traverser l'océan sur un navire qui ne serait pas complètement sûr? Les cloisons comportaient des ouvertures pour permettre l'accès des membres d'équipage, sécurisées par de lourdes portes coulissantes en acier placées dans des rainures étanches. Ces portes étaient des merveilles d'ingénierie moderne. Elles pouvaient être fermées de plusieurs manières, à distance via des interrupteurs situés sur la passerelle, manuellement par les membres d'équipage ou automatiquement en cas d'inondation. Le système électrique de la passerelle fonctionnait grâce à de puissants électroaimants qui, une fois activés, relâchaient les embrayages maintenant les portes ouvertes. Les portes se refermaient alors en quelques secondes, un gong d'avertissement retentissant pour alerter toute personne à proximité. En cas de panne électrique, le navire disposait d'un système de secours automatique. Une série de flotteurs dans la double coque du navire était reliée aux portes des cloisons. Si de l'eau entrait dans un compartiment, les flotteurs se levaient et déclenchaient mécaniquement la fermeture des portes. Ces cloisons n'étaient pas une innovation non testée. Leur efficacité avait déjà été prouvée dans des incidents réels. Par exemple, lorsque le paquebot Suevic de la White Star Line s'échoua près de l'Isard, le navire fut délibérément coupé en deux pour sauver la partie intacte. La cloison étanche avant maintint la moitié restante du navire à flot et stable, permettant de la remorquer en toute sécurité.
De nombreux autres navires ont survécu grâce à des systèmes similaires, démontrant la fiabilité de ces barrières en acier et la rapidité de fonctionnement de leurs portes coulissantes. La stabilité du Titanic provenait en grande partie du poids immense de ses chaudières, de sa machinerie et de son charbon. Les soutes à charbon entouraient les chaudières comme une doublure protectrice, s'étendant non seulement le long des côtés du navire, mais également sur toute sa largeur. Ce design renforçait les cloisons en acier. Pour comprendre l'ampleur de cette conception, il faut savoir que le navire possédait 29 chaudières, chacune aussi grande qu'une pièce spacieuse, alimentée par 159 foyers. Ensemble, ces composants représentaient une part extraordinaire du poids total du navire. À bord d'un navire comme le Titanic, deux vies distinctes se déroulent côte à côte, celle des passagers et celle du navire lui-même. Depuis le pont des embarcations, notre voyageur peut observer les deux. Les passagers occupent leur temps avec des jeux, des promenades tranquilles ou en se prélassant dans des chaises longues, souvent avec un livre qu'ils lisent distraitement, leur regard dérivant vers l'horizon infini ou vers les petites activités des autres. Le murmure des conversations, les doux bruits des jeux et les légers airs de musique venant de la salle de musique du navire définissent ce monde social détendu. Pendant ce temps, sur la passerelle, la vie opérationnelle du navire se poursuit avec une précision calme. Des officiers en uniforme impeccable supervisent le voyage, tandis que le timonier, concentré et stable, tient la barre. Son compagnon, posté sur le côté tribord de la passerelle, passe des heures dans une vigilance presque immobile, se fondant dans l'ordre paisible des instruments de laiton poli, des compas et des télégraphes de machines perpétuellement réglés sur « en avant toutes ». L'officier de quart lève un sextant à ses yeux pour vérifier la position du navire. Un à un, le capitaine, le premier officier, le second officier et le quatrième officier le rejoignent, chacun prenant silencieusement des mesures. Le timonier s'approche et touche sa casquette. « Minuit, monsieur ». Un silence profond suit, rempli uniquement par la lumière du soleil et le rythme régulier de la mer. Rompant cette quiétude, le capitaine parle doucement au chef officier. « Qu'avez-vous » Le chef répond « 30 ». Le second officier ajoute « 29 ». Une autre pause. Le capitaine abaisse son sextant. « Faites sonner 8 cloches », dit-il. 4 doubles coups résonnent depuis la passerelle, leurs échos se propageant jusqu'à la proue. Les officiers du navire se retirent discrètement avec leurs crayons, papiers et cartes, marquant les progrès du jour. L'horloge du grand escalier est reculée et le bilan de la journée est affiché. Depuis le pont, les sons des rires et d'une valse montent, emplissant l'air de vie. Le temps et le voyage continuent, portant chacun vers l'avant dans une parfaite harmonie. Chapitre 4. Passagers et récits. À l'œil nu, le Titanic, avec toute sa puissance et sa splendeur, semblait totalement seul sur l'immense océan. Depuis ses ponts les plus élevés, rien n'était visible si ce n'est une mer et un ciel infini, un cercle parfait d'eau et d'air, avec le navire en son centre, même lorsqu'il avançait à 40 km/h. Pourtant, cette solitude apparente n'était qu'une illusion. L'Atlantique Nord, bien qu'il paraisse être une étendue d'eau sans fin, ressemble à un pays bien fréquenté, traversé par des routes invisibles. Pour les marins, ces voies sont aussi familières que les rues bordées de panneaux et de repères le sont pour les conducteurs à terre. Si la latitude et la longitude peuvent sembler de simples abstractions pour la plupart des gens, elles représentent des positions précises en mer. Pour les navigateurs, chaque point est aussi réel et défini qu'un croisement de rues. Même lorsque l'officier à la passerelle ne voit que des vagues et des nuages, il connaît la position exacte de son navire sur la carte, souvent à moins de 400 mètres près. Dans son esprit, il suit les mouvements des autres navires parcourant les mêmes routes maritimes. Bien que les navires suivent des trajectoires individuelles, ces routes se croisent dans des zones connues et les capitaines savent quand et où leurs navires pourraient se croiser,
même à grande distance. Pour les marins, une rencontre peut signifier croiser un autre navire à 30 ou 50 kilomètres, invisible mais noté. La technologie moderne a transformé l'océan en un centre de communication invisible. Le Titanic naviguait à travers une mer de messages sans fil, mises à jour, avertissements et histoires, tous transmis par des signaux sonores. Depuis une petite salle sans fil située sur le pont des embarcations, les opérateurs recevaient des signaux de navires hors de vue, chaque message se présentant sous forme de bourdonnement caractéristique en points et traits. Le système sans fil captait toutes les transmissions à proximité, comme une ligne ouverte. Les messages éclataient d'une énergie crépitante lorsqu'ils étaient envoyés, mais arrivaient comme des murmures faibles, nécessitant une attention minutieuse. Les opérateurs portaient des casques pour filtrer les signaux importants parmi le bavardage constant des communications des autres navires. Dans la salle Marconi du Titanic, 2 jeunes hommes, à peine plus âgés que des garçons, géraient la capacité du navire à envoyer et recevoir des messages à travers l'éther. Ils s'appelaient Harold Bride, 21 ans, et Jack Phillips, 26 ans, tous deux issus de l'âge d'or de l'électricité. Experts en l'art complexe de la communication sans fil et attirés par la mer pour son immensité et son aventure, ils étaient le lien du navire avec le monde extérieur. Assis à leur poste, ce vendredi et samedi, ils écoutaient attentivement les murmures constants des navires dans un rayon de 300 kilomètres. Grâce à leur formation experte, ils filtraient le bruit, ignorant ce qui était sans importance et se concentrant sur l'essentiel. Ils entendaient des fragments de conversation dans le langage rythmique et codé qu'ils maîtrisaient, une langue aussi familière pour eux que leur propre langue. Les messages couvraient une large gamme de sujets, discussions sur les cargaisons et des affaires valant des milliers de livres, salutations et vœux échangés à travers la mer et des rapports interminables de positions en latitude et longitude. Les navires, toujours centrés sur eux-mêmes, commençaient toujours leur communication en déclarant leur identité et leur position. Une grande partie de ces échanges portait sur la météo, une préoccupation omniprésente pour les navires. Tandis qu'un navire pouvait rapporter des eaux calmes sous un ciel dégagé, un autre, à seulement 300 kilomètres, pouvait se battre contre de violentes tempêtes. Les navires partageaient ces informations pour déjouer les forces de la nature, ajustant leurs itinéraires, accélérant ou ralentissant pour éviter les dangers. Mais durant ces calmes journées d'avril, il n'y avait pas grand-chose à dire sur la météo. Les tempêtes faisaient rage ailleurs, peut-être au large du Cap Horn ou le long des côtes du Labrador, mais l'Atlantique Nord restait paisible. Sous un ciel ensoleillé et sur une mer calme, les navires poursuivaient tranquillement leur voyage. Cependant, de temps en temps, au milieu des messages de routine, Phillips et Bride recevaient des murmures à propos de quelque chose d'aussi important que la météo la glace. Ces avertissements arrivaient sous forme de brèves notes, à peine remarquées dans le flot constant des transmissions. Un navire rapportait « Je viens de traverser une mauvaise zone de banquise », tandis qu'un autre signalait « La glace d'avril est très au sud ». Phillips accusait réception de ces messages avec un rapide « OK, OM », un code Marconi signifiant « D'accord, vieux camarade ». Puis les messages étaient redéconsignés, traités et rapidement oubliés. Le flux de communication continuait. Transactions commerciales, rapports sur les récoltes, mises à jour sur les législations, mais de temps à autre, au milieu de ces affaires mondaines, une petite alerte surgissait, comme un discret coup de pinceau la glace. Inconscients du danger que la glace cachée sous les eaux pouvait représenter, 2 jeunes âmes se tenaient sur le pont, contemplant l'immensité de l'océan. La jeune fille demanda « Que penses-tu être le sens de la vie, Justine ? » « C'est remarquable. Cette question me hante depuis mon enfance. Et pourtant, je n'ai jamais trouvé de réponse. La richesse de ma famille, et, oui, peut-être ma beauté, ont attiré d'innombrables prétendants à notre porte, tous aveuglés par le désir, tous impatients de m'épouser.
La nuit, en posant ma tête sur l'oreiller, je m'imagine souvent comme une simple figurine dans une vitrine. Même maintenant, je me demande quel est le véritable but de ma vie. Suis-je destinée à épouser un homme aussi riche que ma famille, peu importe son caractère, et à lui donner un fils pour hériter de son petit royaume? Ou devrais-je tout abandonner et me livrer aux flots infinis, te laissant, Justin, raconter à tous l'histoire de la fille qui a choisi de mettre fin à sa vie à bord du navire le plus célèbre du monde? La glace d'avril et les algues d'avril sont deux des éléments naturels les plus marquants de l'Atlantique Nord, mais leurs effets sur les vies humaines sont diamétralement opposés. Les algues dorées d'avril, récoltées le long de la côte ouest de l'Irlande, offrent un moyen de subsistance à des communautés entières qui les brûlent pour extraire un indigo précieux, leur permettant de vivre pour le reste de l'année. En revanche, la glace d'avril, dérivant vers le sud portée par le courant arctique depuis les glaciers du Labrador et du Groenland, apporte danger et incertitude à ceux qui traversent les eaux de l'Atlantique. Les icebergs eux-mêmes peuvent être époustouflants. Scintillant au soleil, ils ressemblent à des îles de contes de fées ou aux majestueuses flèches d'un Valhalla mythique. Ces géants glacés dérivent vers le sud, emportés par les courants au large de Terre-Neuve et du Cap Race. Là, ils rencontrent le Shaw Gulf Stream et fondent lentement dans l'Atlantique. Plus au nord, d'immenses plaques de banquise et de glace flottante dominent les eaux, mais ce sont les plus grands icebergs détachés, s'aventurant dans les voies de maritimes, qui effraient le plus les marins. En avril de cette année, les rapports indiquaient clairement que la glace avait dérivé exceptionnellement loin vers le sud. L'Empress of Britain, qui croisa le Titanic vendredi, rapporta d'immenses quantités de glace près du Cap Race. Lorsque le navire accosta à Liverpool, il fut révélé qu'à 3 jours de Halifax, en Nouvelle-Écosse, l'Empress avait rencontré une banquise longue de 160 km, parsemée d'énormes icebergs formant une ligne blanche déchiquetée à l'horizon. De même, le Carmania et le Nicaragua, tous deux devant le Titanic, avaient rencontré de lourdes glaces. Le Nicaragua subit même des dommages considérables. Chaque jour, de nouveaux avertissements arrivaient d'autres navires, décrivant l'étendue inhabituelle de la banquise et le grand nombre d'icebergs éparpillés dans les voies maritimes. Malgré les risques, de nombreux passagers du Titanic espéraient probablement apercevoir ces merveilles glacées. Au printemps et en été, repérer un iceberg est souvent un point fort d'un voyage en Atlantique Nord. En journée, ces îles de glace imposantes scintillent sous le soleil, leurs sommets étincelants se détachant sur le ciel bleu tandis que les vagues s'écrasent contre leurs bords cristallins. Il est impressionnant de penser que, pour toute leur hauteur visible au-dessus de l'eau, la glace sous la surface est 8 fois plus profonde, plongeant dans l'océan sombre. Mais aussi magnifiques que soient ces icebergs en plein jour, ils deviennent inquiétants la nuit ou dans le brouillard dense, lorsque la glace rencontre l'eau chaude, créant une brume épaisse. Pour les navigateurs scrutant l'étendue obscure, la présence silencieuse de l'un de ces énormes fantômes de la mer peut être terrifiante. Ces sentinelles glacées et imposantes, hantant les voies maritimes, rappellent sans cesse les dangers cachés de l'océan. Les informations relayées par le système sans fil concernant les icebergs, la météo ou d'autres préoccupations maritimes n'intéressaient qu'un petit groupe d'officiers responsables de l'exploitation du navire. Pour eux, cela faisait partie de la routine, attendue à cette période de l'année en Atlantique Nord. Il n'y avait rien de particulièrement remarquable dans le bavardage sans fil, et quoi qu'ils sachent, ils le gardaient pour eux. Sur les paquebots comme le Titanic, une règle primordiale s'appliquait: garder les passagers confortables et contents. En cas de danger, les passagers étaient les derniers à en entendre parler. Si un incident désagréable se produisait à bord, un accident ou même un décès, cette information était partagée avec le moins de personnes possible.
Le devoir de l'équipage était de maintenir l'illusion d'une existence insouciante et idyllique, où aucun danger ne guettait et où le plaisir était la priorité absolue. Mais qui étaient ces passagers, les habitants temporaires de cette ville flottante? Aujourd'hui, leurs noms nous sont familiers, imprimés dans de longues listes à la suite de la tragédie. Pourtant, à l'époque, la plupart d'entre eux étaient des inconnus, même pour leurs compagnons de voyage. Avec plus de 300 passagers en première classe, la majorité étaient des Américains fortunés, habitués à faire fortune dans les affaires, acheter à bas prix, vendre à prix élevés, et utiliser leurs profits pour s'offrir des luxes. Les quelques 300 passagers de deuxième classe étaient principalement britanniques, beaucoup issus des classes professionnelles. Parmi eux se trouvaient des personnes rendant visite à des amis ou voyageant pour saisir de nouvelles opportunités dans les Amériques. Les 1000 passagers de troisième classe formaient un groupe bien plus diversifié, un microcosme du monde uni par la pauvreté et le désir d'un avenir meilleur. Ils venaient de toute l'Europe et d'au-delà, Russes, Polonais, Grecs, Roumains, Allemands, Italiens, Chinois, Finlandais, Espagnols, Français, Anglais et un grand nombre d'Irlandais. Beaucoup étaient des émigrants fuyant les difficultés, espérant un nouveau départ aux États-Unis. Parmi eux se trouvaient des Juifs, des chrétiens et des musulmans, des missionnaires et ceux qu'ils cherchaient à convertir. Pour les Irlandais, leur présence faisait partie d'une longue et douloureuse histoire d'émigration vers l'Amérique, un phénomène remontant à la Grande Famine. Au-delà de ces divisions de classe et de nationalité, il y avait aussi des différences dans les attitudes face au voyage. Pour les riches passagers de première classe, le monde était petit et accessible. Beaucoup voyageaient fréquemment, traversant l'Atlantique aussi facilement que d'autres prenaient le tram. Ils ne pensaient guère au danger de la mer, planifiant des voyages en Amérique une semaine et retournant la suivante. Le Titanic avait été conçu pour eux, un navire destiné à offrir chaque luxe et commodité, garantissant que leur traversée soit aussi confortable que leur vie à terre. Pour ces passagers, le Titanic n'était pas seulement un moyen de transport, mais une extension flottante de leur vie privilégiée. Pour les passagers de troisième classe, ce voyage n'était ni un simple déplacement d'affaires, ni une escapade de quelques jours. C'était un acte profond et souvent définitif, un aller simple vers un nouveau monde. En quittant la terre familière de leur patrie, ils espéraient s'enraciner dans les opportunités et les vastes espaces des Amériques. Pour la plupart, ce voyage était unique, sans perspective de retour. L'un des jeunes hommes s'adressait à son compagnon de voyage. « Comme je te l'ai toujours dit, Albert, même dans les impasses les plus sombres, il y a toujours une issue. Il suffit d'ouvrir les yeux, mon ami. Regarde-nous maintenant, glissant sur l'Atlantique comme un cygne, en route vers la terre de la liberté. J'ai imaginé ce moment tant de fois, Albert. Chaque matin et chaque soir, au moins 2 fois par jour, je me murmurais « Je suis en Amérique en ce moment ». D'une certaine manière, le dire à moi-même renforçait encore plus ma conviction. Maintenant, je nous imagine revenir dans notre patrie sur ce même navire, mais cette fois, accompagnés de nos belles épouses américaines, logeant dans les meilleures suites et débarquant à Belfast comme des conquérants. Je vais commencer à murmurer ce rêve dès maintenant, mon ami. Tu devrais essayer aussi, ça nous rendra 2 fois plus forts. Ces passagers seuls comprenaient la vue douce amère de l'écume dans le sillage du navire, regardant la blancheur tourbillonnante s'étendre dans les eaux vert pâles de l'horizon. Cette autoroute d'écume marquait leur séparation d'avec leur foyer, s'allongeant à mesure que le Titanic progressait. Alors que d'autres navires pouvaient retracer ce même chemin, revenant au port vert qu'ils avaient les quittés, les passagers de troisième classe savaient que leur voyage était permanent. Pour eux, cette route était un aller simple, et eux seuls portèrent le poids de cette finalité. La vie sur les ponts supérieurs contrastait fortement avec les scènes qui se déroulaient en dessous. Les passagers privilégiés de première classe pensaient rarement aux voyageurs de troisième classe sous leurs pieds. Même parmi ces riches passagers, des distinctions existaient,
particulièrement en termes de fortune. 4 hommes, John Jacob Astor, Isidore Straus, George Dunton Widener et Benjamin Guggenheim, possédaient une fortune combinée stupéfiante de 70 millions de dollars. On rapportait que seulement 20 passagers détenaient ensemble une richesse dépassant 100 millions de dollars. Pourtant, bien que ces chiffres soient impressionnants, la richesse seule ne déterminait pas la notoriété d'un passager. Parmi les figures notables se trouvait William Thomas Stead, un journaliste et réformateur britannique qui avait influencé la pensée sociale en Angleterre sans être particulièrement fortuné. Il y avait également Francis Millais, un peintre renommé qui avait dirigé l'Académie américaine à Rome, ainsi que d'autres personnalités connues pour leurs accomplissements, un expert en automobile, un joueur de polo célèbre, une star du baseball et le Major Archibald Butt, un proche conseiller de plusieurs présidents des États-Unis qui avait occupé divers rôles dans sa carrière, de journaliste à soldat en passant par diplomate. Bruce Ismay, président de la White Star Line et l'homme le plus influent à bord, voyageait non pas comme vacancier, mais comme inspecteur. Son objectif était d'identifier d'éventuels défauts dans le Titanic afin que son navire jumeau puisse être amélioré. Ironiquement, il réussit son objectif, mais pas de la manière que quiconque aurait pu prévoir. Thomas Andrews, l'un des concepteurs du navire, était également à bord, impatient de voir le triomphe du navire qu'il avait contribué à créer. Il était accompagné d'autres travailleurs de Belfast, des hommes qui avaient vu le Titanic prendre forme dans les chantiers navals, s'élevant comme une cathédrale à l'intérieur de son échafaudage. Pour eux, ce voyage inaugural était l'occasion de voir leur création dans toute sa splendeur, un peu comme des gardiens observant avec fierté une jeune débutante s'élancer dans son premier grand bal. Parmi tous les passagers du Titanic, je n'en connaissais personnellement que 2. Pourtant, par leurs différences, ils semblaient représenter l'éventail plus large des personnes présentes lors de ce voyage. Le premier était John Jacob Astor, que j'avais rencontré il y a quelques années à New York. Il semblait souvent être une présence réservée, presque fantomatique, dans sa propre maison animée. Astor était un homme brillant mais extérieurement peu remarquable, accablé par l'immense richesse qu'il possédait depuis sa naissance. Avec une fortune si vaste, 30 millions de dollars, il était presque impossible de séparer l'homme des mythes qui l'entouraient. Son nom était synonyme de richesse, et bien que ses actions et ses possessions fussent continuellement commentées, peu de gens le connaissaient réellement. Les histoires à son sujet étaient aussi variées que contrastées, des bonnes actions qui surprenaient et des mauvaises qui ne surprenaient pas. À bien des égards, il était typique des passagers de première classe, voyant mais énigmatique. Le second homme, Christopher Head, était totalement différent et tout aussi représentatif à sa manière. Il incarnait une intégrité tranquille et inébranlable qui a fait la réputation de l'Angleterre dans le monde entier. Contrairement à Astor, il n'était ni riche ni célèbre, mais sa présence apportait calme et confiance à ceux qui l'entouraient. Doux, observateur et intelligent, Christopher Head avait un charme discret qui laissait une impression durable. Membre de Lloyd's, ses réussites professionnelles étaient égales à ses contributions aux arts et au service public. En tant que maire de Chelsea, il avait apporté des idées fraîches et nécessaires à son rôle, utilisant son influence pour le bien public, mais connaître 2 visages ne suffit pas à rendre une foule familière. Les autres passagers du Titanic, qu'ils soient nommés ou anonymes, nous restent distants, leur vie et leurs histoires éclipsées par les événements qui suivirent. Pour la plupart d'entre nous, la seule connexion que nous aurons jamais avec ces voyageurs passe par ce qui leur est arrivé lors de ce voyage fatidique. Chapitre 5. La dernière heure de calme. Le dimanche à bord du Titanic fut en grande partie sans incident, marqué seulement par un office religieux dans le salon le matin. En mer, ce genre de service attire souvent les passagers davantage par curiosité que par dévotion. Cependant,
une routine dominicale habituelle, l'exercice d'incendie ou d'abandon, n'eut pas lieu. Cet exercice, une rare distraction dans la monotonie de la vie à bord, provoque habituellement un certain remue-ménage avec le retentissement bruyant de la corne de brume et l'apparition soudaine des membres de l'équipage, stewards, marins, ingénieurs et autres, alignés le long du pont des embarcations. Si cet exercice avait eu lieu sur le Titanic, des passagers attentifs auraient fort pu remarquer un fait troublant. L'équipage de 900 personnes aurait suffi à remplir tous les canaux de sauvetage, laissant aucun espace pour les passagers. Les concepteurs du navire, confiants dans la solidité de ses poutres, cloisons et autres renforts, considéraient les canaux de sauvetage comme des reliques des navires plus anciens et moins avancés, sujets aux fuites et aux naufrages. Avec fierté, ils avaient déclaré « Le Titanic ne peut pas faire eau ». Ainsi, l'exercice fut annulé, et la journée se déroula comme à l'accoutumée. Alors que les passagers vaquaient à leurs occupations, les opérateurs Marconi, Phillips et Bride firent de face à une panne de 7 heures. Quelque chose n'allait pas avec le système sans fil, interrompant le flot constant de messages. Ils travaillèrent sans relâche pour localiser le problème, rétablissant finalement la communication en fin d'après-midi. Mais une fois la connexion rétablie, il n'y avait rien de nouveau à signaler, seulement d'autres avertissements concernant la glace, cette fois de la part du Californian. À mesure que la journée se transforma en crépuscule, des lumières commencèrent à illuminer le navire, et un fin croissant de lune s'éleva dans un ciel clair et étoilé. Les passagers admirèrent la beauté du soir, mais remarquèrent également le froid mordant dans l'air. Beaucoup se retirèrent dans le confort chaud des salons, fumoirs et bibliothèques du navire, se rassemblant près des cheminées pour échapper à la morsure glacée. C'était la saison des glaces, et les vents portaient un souffle d'air gelé venu du nord. Le concert du soir, habituellement organisé sur le pont, fut déplacé à l'intérieur pour échapper aux températures glaciales. Peu à peu, les passagers regagnèrent leur cabine, laissant quelques noctambules discuter dans les salons, jouer aux cartes dans les fumoirs ou engager des conversations paisibles après le dîner. Tard dans la nuit, le navire s'installa dans une quiétude totale. La plupart des passagers dormaient profondément ou se tenaient allongés dans leur lit, attendant que le sommeil les gagne. Puis, quelque chose d'inhabituel se produisit. Pour beaucoup en première classe, ce ne fut pas un bruit, mais une absence. L'arrêt soudain des machines du navire. La vibration continue qu'ils ressentaient depuis le départ de Queenstown s'était arrêtée. Des passagers curieux jetèrent un œil hors de leur cabine ou s'aventurèrent dans les couloirs, enveloppés dans des robes de chambre ou des manteaux pour enquêter. D'autres, moins inquiets, se contentèrent de se retourner, décidant d'attendre le matin pour savoir ce qui avait causé l'interruption. Depuis la cabine d'un couple de jeunes mariés, on pouvait entendre la conversation suivante. « Mon amour, réveille-toi. Je n'arrive pas à dormir et j'ai l'impression que quelque chose d'étrange se passe. Le cœur du navire s'est arrêté. Pourquoi nous arrêterions-nous au milieu de l'océan? Tu fais partie des rares personnes à bord qui peuvent parler directement au capitaine. Et j'ai besoin que tu découvres ce qui se passe immédiatement. Tu sais à quel point je m'inquiète. Je crois que tu viens peut-être de déposer notre fils, ou notre fille, en moi. Je l'ai ressenti, et c'est pourquoi je ne pouvais pas dormir. Mais maintenant, le silence des machines du navire m'a bouleversée. Juste au moment où j'imaginais nos futurs enfants. Cela arrive. On dirait presque un message divin. Je t'en prie, mon cher mari. Réveille-toi et découvre ce qui se passe. Ne serait-ce que pour me rassurer. Dans les parties inférieures du navire, ceux qui étaient éveillés entendirent bien plus que le silence étrange après l'arrêt des machines. Le bruit soudain et brutal des cloches du télégraphe de la salle des machines surprit quiconque se trouvait à proximité, suivi presque immédiatement par la sonnerie des gongs dans les ponts inférieurs.
Ces gongs indiquaient la fermeture automatique des portes étanches, un son habituel lors des exercices, mais qui, cette fois, portait une gravité différente. Après cela, un bref silence s'installa avant que les moteurs ne se remettent à rugir, leurs vibrations devenant plus nettes et irrégulières. Pour une oreille experte, cela signifiait que le navire reculait à pleine vitesse. Puis, une fois encore, les moteurs s'arrêtèrent et le silence revint. Dans les couloirs au centre du navire, des portes s'entr'ouvrirent timidement, tandis que des passagers curieux jetaient un coup d'œil pour comprendre ce qui se passait. Certains, vêtus de pyjamas et de robes de chambre, s'aventurèrent dans les couloirs ou montèrent sur des escaliers pour enquêter. Dans les salons et les fumoirs, les passagers échangèrent des regards interrogateurs. « Qu'est-ce que c'était » demandait quelqu'un, recevant en réponse un haussement d'épaules ou une explication vague. La plupart considéraient cela comme un événement mineur et reprirent leur conversation, leur boisson ou leur jeu. Dans un fumoir, où un groupe d'hommes jouait au bridge tandis que d'autres regardèrent somnolents, un homme en robe de chambre entra. Il demanda s'ils avaient remarqué quelque chose d'inhabituel. Les joueurs répondirent qu'ils avaient ressenti une légère secousse et aperçu un iceberg passer devant les fenêtres, mais ils le rassurèrent. Ce n'était probablement qu'une simple éraflure. Ils reprirent leur partie. Cet homme, identifié plus tard comme étant Beasley, un enseignant anglais, quitta la pièce et retourna dans sa cabine. Il ne reverrait jamais ses joueurs de cartes. Beasley s'allongea sur son lit, essayant de lire en attendant que le navire reprenne son voyage. Mais le calme inhabituel, le silence du gigantesque navire, habituellement animé par ses vibrations régulières, commença à l'inquiéter. Entendant du mouvement dans les couloirs, il se leva à nouveau et trouva plusieurs autres personnes errant, réveillées par l'agitation et curieuses de savoir ce qui s'était passé. Pendant la demi-heure suivante, l'atmosphère resta calme, tandis que certains passagers se rassemblaient dans les couloirs et sur les escaliers pour bavarder, spéculer et poser des questions. Il n'y avait ni panique ni sentiment de danger. Le Titanic, baigné de lumière et de chaleur, avec ses épais tapis, ses fauteuils confortables et son cadre luxueux, semblait aussi sûr que jamais. Si quelque chose, l'immobilité du navire, désormais à l'arrêt sur une mer calme, renforçait l'illusion de stabilité. Ceux qui avaient quitté leur cabine se tenaient en petits groupes, discutant distraitement, leurs questions et réponses reflétant une curiosité typique face à une interruption de la routine à bord. Peu auraient mais pu imaginer que ce moment paisible marquait le début d'une tragédie. Un homme ayant traversé l'Atlantique sur d'autres navires se moquait de la situation. « Mes amis, pouvons-nous tous nous calmer un peu ? Il y a 400 ans, Christophe Colomb et son équipage ont traversé ces océans sur ce qui était pratiquement des radeaux de bois flottants. Nous sommes sur le Titanic. Vous comprenez cela ? Nous avons probablement heurté un petit morceau de glace. Et maintenant, le capitaine ne fait que suivre les procédures standards, comme tout bon capitaine le ferait. Il n'y a aucune raison de paniquer. » Pendant cette première demi-heure, tandis que les passagers en dessous spéculaient et erraient dans les couloirs, une scène très différente se déroulait sur la passerelle. À 22 heures, la relève de l'équipe de quart marquait le début de la période la plus calme de la nuit. Le premier officier Murdoch était aux commandes, accompagné du 4e officier Boxall et des vigies habituels. La nuit était claire et froide, parsemée d'étoiles. Une légère brume recouvrait certaines parties de la mer, mais la visibilité semblait suffisante. Le capitaine Smith, familier des routes de l'Atlantique, avait tracé la trajectoire dans la salle des cartes avant de se retirer dans ses quartiers. 2 vigies aux yeux aiguisés scrutaient l'horizon depuis le nid de pie, une autre depuis la proue, et au moins 3 autres paires d'yeux observaient depuis la passerelle. Tous étaient vigilants, surveillant l'étendue noire de l'océan devant eux. Le léger balancement du mât de misaine et de ses gréements sur le ciel étoilé offrait la seule impression de mouvement. À 23h40, la tranquillité de la nuit fut brusquement rompue.
3 coups nets sur le gong du nid de pie signalèrent un danger droit devant, immédiatement suivi d'une voix au téléphone. Iceberg droit devant. Depuis la passerelle, seule une brume légère se fondant dans l'eau sombre était visible. Murdoch réagit instantanément. Il ordonna au timonier de virer à tribord et sonna le télégraphe pour inverser les machines. La roue tourna, le télégraphe émit un clic en réponse et le navire commença à virer. Mais avant qu'il ne puisse réagir pleinement, un choc brutal se produisit. Le Titanic racla un immense iceberg, la glace éclatant avec un bruit sec. La collision provoqua une sensation de grincement et de grondement le long du flanc tribord du navire, tandis que la masse sombre de glace glissait lentement. Murdoch ferma immédiatement les portes étanches à l'aide des interrupteurs de commande. Quelques instants plus tard, le capitaine Smith se précipita sur la passerelle. Le capitaine Smith demanda « Que s'est-il passé? Qu'avons-nous heurté? J'ai ressenti une secousse énorme à l'instant. Faites-moi un rapport complet de la situation immédiatement. » Murdoch répondit « Nous avons heurté un iceberg, monsieur. Le bloc de glace est apparu directement devant nous, et malgré nos manœuvres immédiates pour l'éviter, nous avons percuté sa masse sur le flanc tribord. » Le capitaine Smith ordonna « Fermez immédiatement toutes les portes étanches et assurez-vous qu'elles soient correctement scellées. Nous ne pouvons pas prendre de risques avec la sécurité de ce navire et de toutes les personnes à bord. Veillez à ce que chaque compartiment soit sécurisé. » Murdoch répondit « J'ai déjà fermé toutes les portes étanches et confirmé leur fermeture correcte, monsieur. Le mécanisme automatique s'est engagé immédiatement après mon ordre et j'ai vérifié les voyants indiquant que chaque porte est fermée en toute sécurité. » Le capitaine Smith prit les choses en main, dépêchant rapidement le charpentier pour sonder les compartiments du navire et évaluer les dégâts. Tandis que le charpentier s'affairait à sa tâche, Smith consulta le commutateur, un appareil indiquant l'inclinaison du navire, et remarqua une gîte de 5 degrés sur tribord. Restant calme et posé, le capitaine consulta l'ingénieur en chef et donna une série d'ordres. Il dirigea toute la puissance disponible des machines vers les pompes pour évacuer l'eau des zones touchées, puis se dirigea vers la salle Marconi à l'arrière. À l'intérieur, Phillips s'occupait des communications de routine, tandis que Bride, à moitié endormi, se préparait à prendre la relève. Le capitaine Smith entra d'un pas vif. « Nous avons heurté un iceberg. Je fais inspecter les dégâts pour évaluer la situation. Préparez-vous à envoyer un appel de détresse, mais n'émettez rien tant que je ne vous en donne pas l'ordre. » Quelques minutes plus tard, le capitaine revint. « Envoyez immédiatement cet appel à l'aide. Transmettez-le sans délai. » Phillips demanda. « Quel appel de détresse souhaitez-vous que je transmette, monsieur ?» Le capitaine répondit avant de repartir rapidement. « Envoyez le signal international de détresse standard immédiatement. Assurez-vous qu'il soit clair et sans équivoque. » La gravité de la situation était désormais évidente, bien que peu de personnes à bord comprenaient encore toute l'ampleur du désastre qui se déroulait. 5 minutes plus tard, le capitaine Smith revint dans la salle Marconi, cette fois moins pressé. Le capitaine Smith demanda « Quel signal de détresse transmettez-vous en ce moment ?» Phillips répondit « CQD », ce qui signifie « Come quick, danger », le signal de détresse maritime traditionnel utilisé depuis les débuts de la télégraphie sans fil. À cela, Bride, le plus jeune des 2 opérateurs, rit et suggéra « Pourquoi ne pas envoyer SOS? C'est le nouveau signal international et ce sera peut-être votre dernière chance de l'utiliser. » Les 3 partagèrent un bref rire à cette remarque avant de retourner à leur tâche. Phillips commença à taper le signal SOS, 3 longs, 3 courts et 3 longs, envoyant l'appel de détresse urgent dans la nuit noire de l'Atlantique. Le capitaine, toujours calme et posé, mentionna que le navire avait été frappé près du centre ou légèrement vers l'arrière. Il ne semblait pas excessivement inquiet en parlant avec les opérateurs et l'atmosphère dans la salle Marconi restait efficace et ordonnée.
Sur les ponts supérieurs, tout semblait maîtrisé et méthodique. Bien qu'un désastre se soit produit, chaque système et protocole fonctionnait comme prévu. Les portes étanches avaient été fermées rapidement et efficacement grâce aux interrupteurs électriques, et l'équipement sans fil puissant parvenait à envoyer des appels à l'aide. On conservait la confiance qu'un autre navire arriverait dans quelques heures pour porter secours. C'était indéniablement une malchance, une épreuve inattendue pour la réputation du Titanic en tant que navire insubmersible. Mais pour l'instant, le calme et l'efficacité sur la passerelle et dans la salle Marconi reflétaient une certitude. La situation semblait sous contrôle. Chapitre 6. Le calme avant la peur. Imaginons maintenant ce qui se passait dans les parties inférieures du navire, bien loin du calme de la passerelle et des luxueux espaces de première classe. La collision, à peine perceptible sur les ponts supérieurs, eut un impact bien plus marqué en bas, notamment dans les sections avant, où se trouvaient certains passagers de troisième classe et des membres de l'équipage. Ici, le bruit de déchirure et de grincement de l'iceberg éventrant le navire réveilla tout le monde, sauf les dormeurs les plus lourds. Cependant, le bruit cessa rapidement, et le silence qui suivit était si total que toute panique initiale s'apaisa bientôt. Un pompier décrivit plus tard son expérience. « Je me suis réveillé à cause d'un bruit étrange. À moitié endormi, j'ai cru rêver que j'étais dans un train qui déraillait. J'ai ressenti un choc, mais tout s'est arrêté ensuite. » Il se leva, monta sur le pont et vit des morceaux de glace éparpillés autour. Réalisant qu'ils avaient heurté un iceberg, il haussa les épaules et dit « Ce n'est rien » avant de retourner se coucher, où il dormit une demi-heure de plus avant qu'on ne l'appelle pour prendre son poste au canot de sauvetage. En revanche, les passagers de l'arrière du navire, en troisième classe, n'entendirent ni ne ressentirent rien au départ. Les nouvelles de la collision commencèrent à leur parvenir lentement, mais sans information claire de la part des autorités. Ils durent spéculer par eux-mêmes. Dans les sections avant, il devint rapidement évident pour certains que quelque chose n'allait pas. Des pompiers traversant un passage situé en bas du navire découvrirent de l'eau s'engouffrant rapidement. Alarmés, ils rebroussèrent de chemin et croisèrent un officier dans l'escalier qui leur demanda où ils allaient. Lorsqu'ils expliquèrent « L'eau inonde nos quartiers rapidement, monsieur, et elle atteint déjà nos chevilles dans certaines zones. » L'officier supposa qu'ils étaient hors service et les laissa passer sans poser davantage de questions. Pendant ce temps, Thomas Andrews, l'un des concepteurs du navire et partenaire de Harland & Wolff, alla évaluer lui-même les dégâts. Andrews, qui avait une immense confiance dans le navire qu'il avait contribué à construire, dut sentir sa foi vaciller en voyant l'eau s'infiltrer à un rythme alarmant, des centaines de tonnes par minute. L'iceberg avait éventré 3 ou 4 des compartiments étanches, transperçant les parois d'acier censées protéger le Titanic. Malgré sa croyance dans la résilience du navire, Andrews comprit la gravité de la situation. Il y avait une mince chance que le navire reste à flot assez longtemps pour que les secours arrivent, mais les probabilités jouaient contre lui. Dès cet instant, Andrews se consacra à alerter les passagers et à les aider à se mettre en sécurité, faisant tout son possible pour apporter son aide sans provoquer de panique inutile. Un jeune homme, remarquant les morceaux de glace sur le pont, s'adressa à sa femme. « Mon amour, regarde ces morceaux de glace. Ils viennent de si loin, de l'Arctique. C'est là que vivent les ours à fourrure blanche, célèbres pour briser la glace, avec leur nez pour attraper des poissons. Et pense à quel point notre civilisation a progressé. C'est grâce à des femmes brillantes et magnifiques comme toi que nos universités forment des ingénieurs et des concepteurs incroyables, qui créent des merveilles comme celle-ci, défiant les lois de la nature. Moi aussi, je joue un petit rôle en finançant leurs projets. J'ai droit à un peu de crédit, n'est-ce pas? Attention, Harvard. Kathleen et Curtis arrivent, l'un pour régner sur la finance et l'autre sur la science. » Kathleen fixa les morceaux de glace éparpillés sur le pont,
son visage rempli d'inquiétude. Mon amour, tu es tellement adorable, et j'admire vraiment ton optimisme. Tu vois toujours le bon côté des choses, mais si tu fais confiance à mon expertise en géométrie et en physique, alors je dois te dire, d'ici quelques heures, ce navire pourrait faire face à une catastrophe si terrible que je n'ose même pas l'imaginer. Je pense que nous devrions commencer à nous diriger vers les canaux de sauvetage les plus proches et rester près d'eux, juste au cas où nous aurions à les utiliser. Pendant cette demi-heure critique, la plupart des passagers dormaient encore, inconscients du danger qui se profilait. En mer, la panique est l'un des scénarios les plus dévastateurs, et le capitaine Smith était déterminé à éviter d'alarmer quiconque, sauf si cela devenait nécessaire. Cependant, après avoir entendu le rapport de Thomas Andrews et consulté l'ingénieur en chef, la gravité de la situation était évidente. Le fond du navire se remplissait rapidement d'eau. Pire encore, le Titanic avait déjà commencé à s'enfoncer par la proue. En quelques minutes, il tenait bon, puis s'enfonçait brusquement de 15 à 30 cm. Ce schéma se répétait, signalant aux marins expérimentés qu'un compartiment avant après l'autre se remplissait d'eau, permettant à celle-ci de s'étendre davantage dans la coque. La situation était critique. À 0h25, peu après minuit, le capitaine Smith donna l'ordre de réveiller les passagers et de les rassembler sur le pont des embarcations. L'équipage avait déjà été appelé à ces stations d'urgence. Maintenant, une armée de 300 stewards se déploya dans le navire, frappant aux portes et criant à travers les couloirs, les escaliers et les coursives « Tous les passagers sur le pont avec leur ceinture de sauvetage ». Pour beaucoup, cet appel interrompit leur sommeil. Dans le confort élégant et éclairé par des feux de cheminée des cabines de première classe, certains rejetèrent l'ordre comme une précaution inutile. Quelques-uns retournèrent même se coucher, refusant de croire qu'il pouvait y avoir un danger réel. Ces cas étaient rares cependant. La plupart des passagers, bien que confus, ressentirent l'urgence de l'ordre. La vue d'autres passagers se hâtant, enveloppés seulement dans des couvertures ou portant à la hâte des robes de chambre, provoqua une vague d'inquiétude. Bientôt, davantage de passagers rejoignirent le flot, luttant pour attacher leur ceinture de sauvetage par-dessus un mélange désordonné de vêtements de nuit et d'habits enfilés à la hâte. En montant sur le pont, la réalité de la situation devint indéniable et la peur commença à s'installer. Ce fut le premier moment où beaucoup comprirent réellement la gravité du désastre qui se déroulait. Chapitre 7 « Entre sécurité et sacrifice » À 0h30, peu après minuit, les passagers commencèrent à arriver sur le pont des embarcations. Les passagers de première classe montèrent par les grands escaliers, se déversant sur le pont avec des émotions variées, certains agacés, d'autres curieux et quelques-uns visiblement inquiets. La scène paraissait étrangement normale, à l'exception d'une légère inclinaison du pont vers la proue et d'un faible gîte sur tribord. Le ciel nocturne était clair, rempli d'étoiles, et la mer était calme et lisse comme du verre. Éparpillés sur l'eau se trouvaient des morceaux de glace sombre, à peine discernables sur la surface immobile. Sur le pont, les stewards formaient des files ordonnés à côté des canaux de sauvetage, qui étaient soudain devenus des objets d'un vif intérêt. Les officiers criaient des ordres, tandis que les marins s'efforçaient de démêler les cordages, de sécuriser les bossoirs et de préparer les canaux pour leur mise à l'eau. Les canaux blancs s'étiraient en 2 longues rangées, allant loin vers l'arrière, devenant à cet instant des instruments vitaux dans une lutte contre le temps. Pendant ce temps, les passagers de 3e classe, entendant l'agitation, commencèrent à gravir escaliers et échelles vers les ponts supérieurs, jusque-là réservés à la première classe. D'abord retenus par les stewards, certains parvinrent à passer, tandis que d'autres furent finalement autorisés à monter. Bientôt, le pont des embarcations et celui juste en dessous devinrent bondés de passagers de toutes les classes, ajoutant à la tension croissante. Le processus de préparation, de chargement et de mise à l'eau des canaux commença. Bien que cela semble simple, c'était une tâche laborieuse et chronophage.
Le premier officier Murdoch appela les équipages à leurs canaux désignés, mais une certaine confusion s'installa. Bien que chaque membre d'équipage ait été assigné à un canot précis lors de l'embarquement, l'absence d'exercice préalable fit que tous ne se souvenaient pas de leurs affectations. Finalement, suffisamment de marins et de stewards furent alloués à chaque canot et le travail difficile de préparation débuta. D'abord, les lourdes bâches en toile furent retirées, suivies des mâts et des voiles. Les canots, plus grands qu'ils n'en avaient l'air lorsqu'ils étaient suspendus au navire, étaient lourds. Tout sur le Titanic était fraîchement peint, rendant les cordages rigides, les attaches récalcitrantes et les bâches difficiles à manier. Les progrès étaient lents, mais finalement, le premier canot fut prêt, et les officiers donnèrent l'ordre. Femmes et enfants d'abord. Malgré la gravité de la situation, les passagers hésitaient à monter. Les officiers, revolver en main pour maintenir l'ordre, se trouvèrent plutôt à devoir convaincre des passagers réticents d'avancer. Des rires nerveux parcourèrent la foule. Personne ne voulait abandonner le navire, encore éclatant de lumière et semblant sûr. « Allez, montez !» exhortèrent les officiers, mais l'hésitation persistait. Finalement, un ordre direct coupa court aux incertitudes. « Faites-les monter !» et les canots commencèrent à se remplir. L'équipage commença à accompagner les femmes vers le premier canot, les soulevant ou les poussant doucement par-dessus le bastingage dans le canot qui était maintenant suspendu à hauteur du pont. Cependant, beaucoup hésitaient à y aller. Ce qui semblait être une grande embarcation solide sur le pont paraissait maintenant dangereusement suspendu à 23 mètres au-dessus de l'eau noire et froide. Monter à bord n'avait rien d'attrayant, surtout que la plupart des passagers pensaient encore qu'il s'agissait d'une simple mesure de précaution. Beaucoup supposaient que les canots ne feraient que ramer à une courte distance du navire, attendre un moment dans la mer glacée, puis revenir une fois la situation sous contrôle. En se promenant sur le pont brillamment éclairé, les gens avaient du mal à concilier l'idée d'abandonner le Titanic, un navire que l'on leur avait assuré être insubmersible. L'idée de quitter sa chaleur et sa sécurité pour s'asseoir dans un canot de sauvetage sur la mer glaciale semblait inutile et gênante. Le capitaine Smith, autrefois admiré pour son calme, commençait à être vu par certains comme excessivement prudent, voire agaçant, avec ses mesures de sécurité exagérées. Les canots de sauvetage oscillaient doucement dans les bossoirs, la mer calme, mais en mouvement provoquant un léger balancement. Bien que les vagues fussent insignifiantes comparées à l'immense taille du Titanic, elles suffisaient à rendre les petits canots instables. Pourtant, grâce à un mélange de persuasion et d'insistance, l'équipage parvint à remplir le premier canot à moitié, uniquement avec des femmes. Un homme tentait désespérément de convaincre sa femme et leur bébé de 14 mois de monter à bord du canot. « Je t'en prie, mon amour, je te supplie. On dirait qu'ils essaient de réduire le nombre de personnes sur le navire en attendant l'arrivée des secours. Les secours arriveront. Ils doivent arriver. Un navire aussi célèbre et grandiose ne peut pas simplement être abandonné au milieu de l'océan. Je te promets que je te retrouverai sur le bateau de sauvetage, ou, au pire, sur la terre ferme. Pour l'instant, je veux que tu prennes Sophia et que tu montes dans ce canot sans moi. S'il te plaît, fais-le pour moi, mon amour. » L'un des moments les plus difficiles pour de nombreuses femmes fut de laisser leur mari derrière elles. Elles avaient l'impression d'être envoyées inutilement, tandis que les hommes restaient debout sur le pont solide et brillamment éclairé, confortablement abrités dans la chaleur du navire. Le Titanic semblait encore si inébranlable, si sûr, que monter dans le canot ressemblait moins à un sauvetage qu'à un sacrifice inutile. À moitié vêtues et tremblant de froid, elles embarquaient à contre-cœur, le cœur lourd, en regardant le navire immobile et majestueux contre la nuit glaciale. L'équipage poursuivait son travail avec une précision déterminée. Les poulies grinçaient et les cordages neufs gémissaient, tandis que le premier canot était descendu pied par pied.
Ils passaient devant les ponts successifs du navire colossal, glissant le long des rangées de hublots brillamment éclairés, jusqu'à atteindre l'eau bien en contrebas. En descendant, le canot longeait des parties inhabituelles de la coque du navire, où l'eau s'écoulait en cascades comme de petites chutes. Enfin, le canot se posa sur les vagues sombres. Les blocs furent décrochés, les lourdes rames en frêne installées, et le canot poussait au loin du Titanic dans la froideur et le vide de la nuit. Ce n'est qu'à ce moment-là, une fois éloignés du navire, que les passagers dans le canot commencèrent à saisir la gravité de la situation. Le Titanic, autrefois un modèle de grâce et d'équilibre sur les cartes postales et les photographies, apparaissait maintenant incliné de façon étrange vers l'avant. Il semblait lourd et blessé, comme une créature frappée succombant à la mer. Alors qu'il regardait, sa proue s'enfonçait visiblement plus bas, un signe clair et indéniable que le navire insubmersible était en difficulté. Après le lancement du premier canot, le processus devint quelque peu plus fluide. Les officiers firent strictement respecter l'ordre, femmes et enfants d'abord. Cependant, des hommes étaient toujours nécessaires pour ramer et gérer les canots. Alors des stewards et chauffeurs, beaucoup encore couverts de suie de leur travail dans les salles des machines, furent placés dans les canots pour les manœuvrer. À mesure que les passagers montaient plus volontiers dans les canots, une urgence croissante se fit sentir parmi ceux qui restèrent sur le pont. La réalisation qu'il fallait quitter le navire s'imposa et beaucoup devinrent anxieux à l'idée d'être laissés derrière. Les tensions s'exacerbèrent dans certaines zones. Un groupe de passagers de 3e classe, comprenant plusieurs hommes italiens conscients du danger, tenta de forcer l'accès à l'un des canots. Un officier tira 2 coups de semonce en l'air pour les arrêter. Les hommes furent repoussés brutalement, certains traînés au sol par les jambes. À leur place, des femmes italiennes terrifiées furent aidées à monter dans le canot, tremblantes et submergées par la peur. Chaque canot qui s'éloignait emportait avec lui un mélange d'émotions, la peur, l'incertitude et la prise de conscience que le Titanic faisait face à un destin inimaginable. Les passagers de 3e classe, cependant, percevaient la situation tout autrement. La vie leur avait appris à s'attendre aux épreuves et ils redoutaient le pire. Beaucoup d'entre eux dormaient dans les parties inférieures du navire, près de l'endroit où l'iceberg avait frappé. Ils avaient entendu les bruits inquiétants de la collision, vu l'eau s'engouffrer dans des espaces qui auraient dû rester secs, et savaient instinctivement que le danger était bien réel. Leur peur était palpable, et ils étaient plus pressés de quitter le navire que leurs homologues plus aisés. Lorsqu'il s'agissait d'embarquer dans les canots de sauvetage, il n'y avait aucune distinction entre les classes. Des femmes de tous horizons étaient aidées à s'installer sur les bancs rudimentaires des canots. Une femme portant un châle effiloché se tenait à côté d'une autre enveloppée dans un manteau de zibeline. Une mère serrant un bébé dans ses bras était assise à côté d'une mondaine riche tenant ses bijoux. Les canots transportaient un mélange d'humanité. L'épouse d'un millionnaire assise à côté d'un chauffeur couvert de suie, une émigrée russe ou un enfant apeuré placé sur les genoux d'un étranger alors que le canot était descendu. Désormais, les femmes et les enfants étaient regroupés au 2e pont, attendant de monter dans les canots. Les hommes, eux, devaient rester sur le pont des embarcations tandis que les canots étaient descendus au niveau des femmes. Des sections du bastingage avaient été dégagées pour faciliter l'accès aux canots. Cependant, la règle séparant les hommes et les femmes n'était pas strictement appliquée. L'équipage du navire, formé à servir les passagers et à répondre à leurs moindres demandes, manquait de l'autorité ou de l'expérience nécessaire pour imposer une discipline stricte. Comment auraient-ils pu, alors que leur formation mettait l'accent sur la politesse et la déférence plutôt que sur le commandement et le contrôle? De nombreux petits incidents et moments dramatiques marquèrent l'évacuation. Une femme se brisa les jambes en essayant d'embarquer dans un canot. Le processus de descente des canots depuis une hauteur de 20 mètres jusqu'à la mer sombre entraînait souvent des situations tendues.
Dans un cas, les cordages d'un canot se bloquèrent alors qu'il n'était qu'à 1,20 m au-dessus de l'eau, forçant l'équipage à le lâcher brusquement, provoquant une éclaboussure. Un épisode particulièrement inhabituel impliquait un canot de sauvetage où Lawrence Beasley, l'instituteur anglais, apportait son aide. Il raconta plus tard cette expérience. Alors que notre canot était en train d'être descendu, 2 femmes furent précipitées à travers la foule sur le pont B et placées à bord. Un bébé, âgé d'à peine 10 mois, leur fut ensuite passé. Une fois tout le monde embarqué, nous avons commencé notre descente. L'équipage au-dessus criait des instructions à ceux qui nous faisaient descendre. À niveau, arrière, stern, les 2 ensemble. Le canot oscillait légèrement à chaque commande alors qu'il descendait. Quand nous étions à environ 3 mètres de l'eau, nous avons vécu notre seul moment véritablement angoissant de toute cette épreuve, depuis notre départ du navire jusqu'à notre sauvetage par le Carpathia. Juste en dessous de nous, l'eau provenant de l'échappement du condenseur du navire s'écoulait en un puissant torrent juste au-dessus de la ligne de flottaison. Il était évident qu'il fallait bouger rapidement une fois sur l'eau, sinon ce flot risquait de nous engloutir. Cependant, il n'y avait aucun officier ou membre d'équipage en charge de notre canot, seulement des passagers et quelques chauffeurs. L'un des chauffeurs cria « Trouvez la goupille pour nous libérer des cordes et tirer dessus ». Mais personne ne savait où elle se trouvait. Nous avons cherché à tâtons, sur le plancher et le long des côtés du canot, mais avec 60 ou 70 personnes entassées à bord, il était presque impossible de bouger. Finalement, le canot toucha l'eau, mais les cordes étaient toujours attachées. Le puissant courant de l'échappement commença à nous pousser loin du navire, tandis que la légère houle de la mer nous ramenait vers ses flancs. Nous étions pris dans ce va-et-vient, incapables de nous libérer, alors que la tension et la confusion montaient parmi les passagers. Nous avons dérivé parallèlement aux côtés du navire et nous sommes retrouvés directement sous le canot numéro 14, qui s'était rapidement rempli d'hommes et était en train d'être descendu juste au-dessus de nous. « Arrêtez de descendre le 14 !» avons-nous crié. L'équipage du numéro 14, à environ 6 mètres au-dessus de nous, reprit nos cris. Mais avec une distance de plus de 20 mètres jusqu'au sommet et le bruit des poulies couvrant nos voies, le canot continuait de descendre, à 4 mètres, 3 mètres, puis à peine 1,50 m. Un chauffeur et moi avons levé les mains pour toucher le fond du canot qui balançait juste au-dessus de nos têtes. Une descente de plus et il nous aurait écrasés. À la dernière seconde, un autre chauffeur sauta sur les cordes avec son couteau et les coupa, criant « 1 », puis « 2 ». Les cordes se rompirent, nous libérant. Le courant de l'échappement nous éloigna juste au moment où le numéro 14 toucha l'eau, occupant l'espace où nous nous trouvions à peine quelques instants plus tôt. Nos bords se frôlèrent presque, mais nous dérivâmes à l'écart. Une fois les rames sorties, nous avons ramé directement pour nous éloigner du navire. Alors que le danger n'était pas encore pleinement réalisé par beaucoup, le pont était rempli de confusion et de douleur, tandis que les femmes étaient guidées vers les canots de sauvetage. Pendant plus d'1 heure, la scène fut celle de foules pressantes, cherchant des proches, échangeant des rumeurs et décidant s'il fallait monter à bord des canots. Tout cela se déroulait au milieu des ordres criés, du rugissement de la vapeur s'échappant, des grincements de cordes et de poulies, et de la musique régulière de l'orchestre que le capitaine Smith avait ordonné de jouer pendant l'évacuation. Les adieux déchirants étaient inévitables. Les épouses étaient séparées de leurs maris, parfois de force, alors que les membres d'équipage appliquaient strictement la règle « les femmes et les enfants d'abord ». Les maris devaient
souvent quitter les canots dans lesquels ils étaient montés pour réconforter leurs épouses. Le colonel Astor, dont la jeune épouse était en santé fragile, monta un instant dans le canot avec elle pour l'aider. Cependant, lorsqu'on lui ordonna de descendre, il obéit sans protester et retourna sur le pont. Avec un au revoir rassurant, il lui promit de la rejoindre à New York. Des moments comme celui-ci se répétèrent à travers tout le navire, alors que les couples faisaient face à des décisions déchirantes. Cependant, toutes les épouses ne quittèrent pas leur mari. Certaines choisirent de rester, incapables de se résoudre à se séparer malgré l'incertitude croissante. Un exemple particulièrement poignant fut celui de Rosalie Ida Strauss, épouse d'un éminent homme d'affaires juif. Elle monta d'abord dans un canot de sauvetage, mais en ressortit rapidement lorsqu'elle comprit que son mari ne l'accompagnerait pas. Un Anglais, qui connaissait le couple, tenta à 2 reprises de la convaincre de partir. Lors de la 2e tentative, il alla jusqu'à suggérer qu'Isidore Strauss monte dans le canot, arguant qu'aucun passager ne s'opposerait à ce qu'un homme âgé prenne place. Isidore Strauss, cependant, refusa calmement, déclarant « Je ne partirai pas avant les autres hommes. » Touchée par la détermination de son mari, Rosalie Ida Strauss déclara « Nous sommes ensemble depuis 40 ans et nous ne nous séparerons pas maintenant. » Elle resta à ses côtés, tous deux prêts à affronter ensemble le destin qui les attendait. Leur amour et leur courage devinrent l'un des nombreux moments émouvants de cette nuit fatidique. Chapitre 8. Le dernier appel à l'aide. Revenons à la salle Marconi, située sur le pont supérieur, où le capitaine Smith, seulement 10 minutes après la collision, avait ordonné aux opérateurs d'envoyer un appel à l'aide. Cette petite pièce devint une fenêtre unique sur le drame qui se déroulait. Jack Bride, l'un des opérateurs radio du navire, décrivit plus tard les événements avec précision dans une interview au New York Times. Il resta à son poste jusqu'à la toute fin, sautant dans la mer alors que le navire sombrait. Sa perception de la situation fut presque entièrement concentrée sur son travail, avec seulement de rares aperçus de ce qui se passait ailleurs sur le navire. Plus tôt dans la journée, Bride et Phillips, l'opérateur principal, avaient travaillé sans relâche pour réparer un terminal défectueux. Tous deux étaient épuisés. Phillips s'était porté volontaire pour prendre le quart de nuit, mais avant que Bride n'aille se reposer dans la cabine voisine, Phillips lui avait demandé de venir le relever dès qu'il aurait un peu dormi. Bride s'endormit profondément et fut réveillé quelque temps plus tard par le bruit familier de Phillips en train de travailler. Le bourdonnement rythmique de l'équipement ne semblait pas alarmant, simplement des transmissions ordinaires à Cape Race relayant des messages de routine. Bride, encore ensommeillé, était sur le point de se rendormir lorsqu'il se souvint à quel point Phillips devait être fatigué. Il décida alors de se lever pour le remplacer. Il n'avait ni ressenti l'impact avec l'iceberg, ni remarqué quoi que ce soit d'inhabituel, hormis la sonnerie des télégraphes et le silence soudain des moteurs. Peu de temps après, le capitaine Smith apparut à la porte, leur ordonnant de se préparer à envoyer un signal de détresse. 10 minutes plus tard, le capitaine revint avec l'ordre. Envoyer l'appel. Les opérateurs trouvèrent une certaine ironie dans la situation. Bride dit « Nous nous sommes dit beaucoup de choses drôles dans les minutes qui ont suivi. » La tâche monotone de relayer des messages avait soudain pris une nouvelle dimension. Phillips, concentré, commença à transmettre les signaux de détresse. SOS, alternant parfois avec l'ancien signal CQD, assurer que tous les opérateurs, même ceux qui ne connaissaient pas le nouveau code, puissent comprendre l'appel. Pendant un moment, il n'y eut aucune réponse. La pièce était silencieuse, à l'exception du tapotement rythmique des touches. Puis, enfin, une faible réponse grésilla dans les écouteurs de Phillips. Le vapeur Frankfurt avait capté l'appel. Les opérateurs transmirent rapidement la position du Titanic et rapportèrent que le navire avait heurté un iceberg et avait besoin d'une assistance urgente. Il y eut une autre pause. Dans leur esprit,
Les opérateurs imaginaient la scène à bord du Frankfurt, l'opérateur réveillant le capitaine, lui transmettant le message, puis revenant à la salle radio. Bientôt, la voix faible revint, demandant plus de détails sur la situation à bord du Titanic. Dans la salle Marconi, Phillips et Bride rassemblaient des vérités sombres. Ils savaient que le Titanic prenait l'eau et s'enfonçait par l'avant. Ces informations étaient transmises avec urgence dans la nuit, dans l'espoir d'atteindre quiconque pourrait venir en aide. Bien qu'il y ait des navires dans les environs, la plupart ne disposaient que d'un seul opérateur radio et ces derniers, gagnant à peine 4 livres sterling par mois, devaient bien dormir à un moment donné. L'efficacité des appels de détresse reposait donc sur un facteur de chance. Si un opérateur était éveillé, il pourrait entendre le signal. Finalement, le paquebot Carpathia de la Cunard répondit, signalant sa position à environ 70 miles. Il changea immédiatement de cap et accéléra à pleine vitesse en direction du Titanic. Cette réponse fut rassurante, bien que son signal fût faible comparé à celui du Frankfurt, plus proche. Malgré cette proximité, l'opérateur du Frankfurt exaspérait Phillips et Bride avec une série de questions lentes et redondantes. Lorsque l'opérateur interrompit à nouveau pour demander ce qui se passait, le capitaine Smith, informé de cette interruption, aurait murmuré « Cet homme est un imbécile », un sentiment que Phillips et Bride partageaient sans réserve. Ils parvinrent même à exprimer directement leur impatience à l'opérateur du Frankfurt. Le Olympique, jumeau du Titanic, intercepta également l'appel et se dirigea vers la zone, mais il était à plus de 300 miles. Il devint clair que le Carpathia arriverait probablement en premier et assumerait la responsabilité du sauvetage des passagers. Bien qu'étant plus près, le Frankfurt continua de perturber les échanges cruciaux jusqu'à ce qu'on lui ordonne fermement d'arrêter d'interférer. Bride prit le relais de Phillips à l'émetteur et parvint à établir un contact avec le Baltique. Peu à peu, l'information se répandit à travers l'Atlantique, alors que des navires, proches ou lointains, recevaient les signaux de détresse du Titanic. Chaque minute qui passait était précieuse, car l'eau montait inexorablement le long de la coque. À un moment donné, le capitaine Smith revint à la salle radio pour les avertir que les salles des machines étaient inondées et que les dynamos, alimentant les systèmes du navire, ne tiendraient pas beaucoup plus longtemps. Phillips transmit ce message urgent au Carpathia qui leur assura qu'il faisait route à toute vitesse. Tous les foyers de ses chaudières poussaient à fond, atteignant 18 nœuds, bien au-delà de sa vitesse habituelle de 15 nœuds. Au fil des minutes, la situation devint critique. Phillips quitta brièvement la pièce pour observer le pont. L'eau avait presque atteint le pont des embarcations et le chaos régnait alors que les passagers se précipitaient vers l'arrière. Pourtant, malgré la panique ambiante, Phillips retourna à son poste. Bride se rappela plus tard de la détermination et du courage de son collègue. « Je ne sais pas comment Phillips a tenu bon. C'était un homme courageux. Cette nuit-là, j'ai appris à l'admirer profondément. Dans ces 15 dernières minutes, alors que tout le monde paniquait, Phillips est resté ferme, envoyant des appels à l'aide. Je n'oublierai jamais son courage et son dévouement durant ces derniers instants terrifiants. » Bride réalisa qu'il était temps de penser à sa propre survie. Il savait que tous les canaux de sauvetage étaient repartis et, en regardant par-dessus le bord, il vit que l'eau était beaucoup plus proche désormais. Les ponts inférieurs à l'avant étaient déjà submergés. Se souvenant que chaque membre d'équipage avait une ceinture de sauvetage, Bride récupéra la sienne sous sa couchette et l'attacha. Conscient du froid glacial de l'eau, il enfila ses bottes et un manteau supplémentaire. Pendant ce temps, Phillips était toujours à son poste, communiquant avec l'Olympique pour leur transmettre une vérité impensable. Le Titanic, leur jumeau insubmersible, sombrait rapidement. Alors que Phillips continuait à travailler, Bride l'aidait à se préparer en lui attachant une ceinture de sauvetage et en drapant un manteau sur ses épaules. Sur suggestion de Phillips,
Bride partit vérifier s'il restait quelque chose qui pourrait servir de moyen de sauvetage. Il trouva un groupe d'hommes s'efforçant de descendre un canot pliable sur le pont. Bride leur prêta main forte, mais malgré le fait que ce soit probablement leur dernière chance de s'échapper, il choisit de retourner auprès de Phillips dans la salle Marconi. C'est alors que le capitaine Smith apparut une dernière fois à la porte. Sa voix, bien que calme, portait le poids de la résignation. « Messieurs, vous avez accompli pleinement votre devoir. Vous ne pouvez pas faire davantage. Quittez votre cabine immédiatement. Chacun pour soi désormais. Je vous libère de vos fonctions. C'est ainsi que ça se passe dans des moments comme celui-ci. Chacun pour soi. » Ce qui se produisit ensuite fut l'un des moments les plus étranges et troublants de cette nuit tragique, comme Bride l'a raconté dans ses propres mots. Phillips continua de travailler, envoyant des messages sans relâche, même après que le capitaine l'eut libéré. Il est resté concentré sur sa tâche pendant encore 10 ou 15 minutes, alors que l'eau commençait à s'infiltrer dans notre cabine. Pendant qu'il était absorbé par son travail, un incident terrible survint. J'étais retourné à ma chambre pour récupérer l'argent de Phillips, et en regardant dehors, j'aperçus un homme, probablement un chauffeur ou un mécanicien des ponts inférieurs, penché sur Phillips, par derrière. Phillips, tellement concentré sur sa tâche, ne remarqua même pas que cet homme essayait de lui arracher sa ceinture de sauvetage. Cet homme était grand, bien plus que Phillips ou moi. Je ne suis pas très costaud, mais voir cela réveilla quelque chose en moi. Je pensais à tout ce que Phillips avait fait, comment il avait travaillé sans relâche, et comment j'avais moi-même attaché cette ceinture sur lui parce qu'il n'avait même pas eu le temps de le faire. Cet homme, lui, n'avait aucune excuse. Il aurait dû avoir sa propre ceinture ou savoir où en trouver une. À cet instant, une colère immense monta en moi. Ce n'était pas seulement qu'il essayait de prendre la ceinture de Phillips, c'était qu'il ne méritait pas la dignité d'une mort de marin. Je ne voulais pas qu'il meure avec honneur. Je ne sais pas ce que j'ai saisi, mais j'ai frappé. J'espère que je l'ai neutralisé pour de bon, mais je n'en suis pas sûr. Quand nous avons quitté la salle radio, il gisait sur le sol, immobile. Peu après, Phillips quitta la cabine, courant vers l'arrière, et Bride ne le revit jamais vivant. Lorsque Bride sortit lui-même, il trouva l'eau qui avait déjà atteint la passerelle et se déversait désormais vers l'arrière, recouvrant le pont des embarcations. Chapitre 9. Quand l'espoir s'est envolé. Une autre perspective durant cette heure critique provient de Boxhall, le 4e officier. Il se trouvait sur la passerelle lorsque le navire heurta l'iceberg et passa une grande partie du temps suivant à essayer de signaler un mystérieux navire situé à environ 16 km. De nombreux passagers à bord du Titanic rapportèrent avoir vu les lumières de ce navire, mais son identité n'a jamais été confirmée. Convaincu de sa position, Boxhall lança des fusées de détresse et envoya des signaux lumineux à plusieurs reprises dans sa direction, mais aucune réponse ne vint. Il effectua également une inspection rapide du navire juste après l'impact. Il visita les zones de 3e classe, à l'avant et à l'arrière, et se rendit même dans les compartiments avant-profonds où des employés de la poste triaient le courrier. À ce moment-là, il ne trouva rien de visiblement alarmant, et son rapport contribua à maintenir un sentiment initial de sécurité parmi les passagers. Pendant ce temps, Pitman, le 3e officier, était hors service et dormait dans sa couchette lorsque la collision se produisit. Il avait été sur la passerelle plus tôt dans la soirée, entre 18 et 20 heures, en présence du capitaine. Les officiers avaient discuté de la possibilité de rencontrer de la glace cette nuit-là, s'attendant à en trouver vers minuit, l'heure exacte où l'iceberg fut percuté. Cependant, peu de glace avait été signalée auparavant et la vitesse du navire n'avait pas été réduite. Pitman se réveilla au son d'un bruit qu'il prit d'abord pour celui de l'ancre du navire. Encore à moitié endormi,
Il entendit ce qui ressemblait à des chaînes passant dans le guindeau et éclaboussant l'eau. Il resta au lit quelques minutes, se demandant où ils avaient bien pu jeter l'ancre. En reprenant ses esprits, un sentiment d'inquiétude l'envahit. Il se leva et sortit sur le pont, ne remarquant rien d'inhabituel, mais se sentant néanmoins suspicieux. Il retourna à ses quartiers pour s'habiller. Pendant qu'il enfilait ses vêtements, Boxall apparut à la porte et dit « Nous avons heurté un iceberg, mon vieux, et la situation semble assez grave. Le capitaine veut tout le monde sur le pont immédiatement. Dépêche-toi de sortir. » Réveillé et informé de la situation, Pitman descendit sous le pont pour évaluer les dégâts. Il vérifia d'abord le pont avant, où des morceaux de glace étaient éparpillés, ainsi que la plage avant, mais ne trouva rien d'anormal à cet endroit. Les dégâts réels étaient situés plus à l'arrière, et à ce moment-là, l'eau n'avait pas encore atteint la proue du navire. Sur le chemin du retour, il croisa des chauffeurs hors service portant leurs affaires, disant que leur quartier était inondé. Ces chauffeurs aidèrent plus tard à manœuvrer les canaux de sauvetage. Continuant son inspection, Pitman descendit plus bas dans le navire et vit de l'eau s'écouler visiblement dans l'écoutille numéro 1. Lorsqu'il remonta à la surface, les préparatifs pour le lancement des canaux de sauvetage avaient commencé. Sous les ordres de Murdoch, Pitman aida à préparer les canaux. Murdoch lui ordonna ensuite de prendre en charge l'un d'eux et d'attendre à l'arrière de la coupée. Bien qu'hésitant à quitter le navire, considéré par beaucoup comme plus sûr que la mer ouverte, Pitman obéit. Son canot transportait environ 40 passagers et 6 membres d'équipage. Juste avant de descendre, Murdoch se pencha, serra la main de Pitman et lui dit, sur un ton qui surprit ce dernier, laissant entrevoir la gravité de la situation. « Adieu, mon vieux, et bonne chance !» Une fois à l'eau, le canot rejoignit d'autres embarcations dérivant dans la mer scintillante sous les étoiles. Pendant ce temps, Bruce Ismay, le directeur général de la White Star Line, avait une perspective très différente. Comme beaucoup, il se réveilla lorsque les moteurs s'arrêtèrent. Après être resté immobile un moment, il sortit dans le couloir où un steward lui assura qu'il n'y avait rien d'anormal. Insatisfait, Ismay retourna dans sa cabine, enfila une robe de chambre et des chaussons, puis se rendit sur la passerelle pour parler au capitaine Smith. Lorsqu'il demanda ce qui s'était passé, le capitaine répondit « Nous avons heurté un iceberg et nous suivons toutes les procédures nécessaires. Nous évaluons les dégâts et avons déjà commencé à envoyer des appels d'urgence. » Quand Ismay s'enquit de la gravité des dommages, le capitaine admit « Ça pourrait être moins grave que ce que nous redoutons, ou aussi sérieux que nous devons l'accepter. Difficile à dire. Après tout, c'est le Titanic, un navire conçu pour gérer ce genre de situation du mieux possible. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour minimiser les dégâts et traverser cette épreuve avec le moins de conséquences possibles. » Cherchant plus de précision, Ismay trouva l'ingénieur en chef, qui partagea les préoccupations du capitaine, mais exprima l'espoir que les pompes pourraient maintenir le navire à flot assez longtemps pour que de l'aide arrive. Pour Ismay, c'était un coup dur porté à la réputation de sa compagnie. Le Titanic, le navire le plus avancé et supposément insubmersible jamais construit, était maintenant à l'arrêt, ou pire, lors de son voyage inaugural. Malgré son angoisse, Ismay s'efforça de rassurer les passagers, répétant le mot « insubmersible », bien que le doute transparaissait dans sa voix. Lorsque les canaux commencèrent à être mis à l'eau, il participa aux opérations, bien que son comportement nerveux ait conduit à un échange tendu avec le 5e officier Law. Ne reconnaissant pas Ismay, Law lui ordonna sèchement de s'éloigner des bossoirs. « Si vous pouviez immédiatement vous retirer de cette zone, car votre présence gêne considérablement ma capacité à exécuter correctement ces tâches critiques. » Ismay s'écarta discrètement et aida plus efficacement à un autre canot, dirigeant des femmes et des enfants vers les embarcations. Ismay portait un lourd fardeau cette nuit-là, jonglant entre son tourment personnel et la responsabilité de sauver autant de vies que possible. Ses efforts, bien que parfois maladroits,
reflétait sa tentative de remplir son devoir sous une pression inimaginable. Sous le pont, dans les salles des machines et les chaufferies, l'équipage continua de travailler avec un courage extraordinaire. Les chaufferies avant avaient été inondées environ 1 heure après la collision, mais les cloisons étanches résistèrent plus longtemps que prévu. Les portes des compartiments situés à l'arrière du numéro 4 furent manuellement rouvertes après avoir été scellées depuis la passerelle, permettant au personnel technique de se déplacer. L'eau s'infiltrait progressivement dans ces espaces, mais même lorsque tout espoir de sauver le navire fut perdu, l'équipage resta à son poste. Il travaillait sans relâche pour éteindre les feux dans les chaudières afin d'éviter des explosions lorsque l'eau les atteindrait. D'autres maintenaient les pompes en marche et alimentaient en énergie les lumières ainsi que les signaux télégraphiques. Même lorsque l'eau glacée et sombre montait autour d'eux, ils continuaient leur travail jusqu'à ce que les machines soient totalement inondées, laissant la centrale électrique de secours alimenter les dernières lumières. Aucun membre de l'équipage des salles des machines ne fut jamais revu vivant. Sur le pont supérieur, l'ambiance passa du déni à la résignation. Les passagers qui avaient résisté à l'idée de s'habiller et de monter sur le pont réalisaient désormais pleinement le sort du navire. Plus tôt, certains étaient même retournés dans leur cabine, persuadés que les avertissements étaient exagérés. Mais maintenant, tandis que l'eau montait inexorablement le long de la coque, la vérité devenait indéniable. Le Titanic semblait toujours solide sous les pieds, donnant l'impression étrange que ce n'était pas le navire qui coulait, mais la mer qui montait inexorablement autour de lui. Les derniers moments à bord furent terrifiants. L'orchestre du navire jouait toujours, offrant une toile de fond poignante à la scène. Les passagers se pressaient sur les ponts supérieurs éclairés par des lampes, regardant les canaux de sauvetage disparaître au loin. Certains, accrochés à un dernier espoir de survie, escaladaient les balustrades et sautaient dans l'eau. La chute était désormais inférieure à 6 mètres, mais restait périlleuse. Beaucoup, après avoir sauté, furent blessés ou se noyèrent immédiatement, leurs éclaboussures rappelant de manière glaçante la fin qui approchait. Malgré le chaos, des actes de courage silencieux persistaient. Un steward du pont, chargé des chaises du navire, continuait à les attacher ensemble et à les jeter par-dessus bord, espérant qu'elles puissent servir de radeau improvisé pour ceux qui se retrouvaient dans l'eau glaciale. Thomas Andrews, le concepteur du navire, le rejoignit dans cette tâche solennelle. Andrews avait passé la nuit à encourager et à aider les passagers, mais maintenant, il était vu en train de lancer des chaises dans l'eau, des offrandes fragiles à un océan impitoyable. Son dernier acte fut empreint d'une résolution inébranlable, un symbole tragique mais profond de dévouement et d'abnégation, alors que le navire qu'il avait construit se préparait à son destin. Le dernier canot de sauvetage pliable était en train d'être préparé à la hâte sur le pont supérieur, mais il n'y avait pas de marins expérimentés disponibles pour en manipuler les mécanismes complexes. Désespérés, des mains non entraînées luttaient avec lui, finissant par pousser le canot plié par-dessus bord pour l'utiliser comme radeau de fortune. Pendant ce temps, de nombreux membres de l'équipage, y compris des stewards et des marins, s'étaient rassemblés dans la salle des bars où le whisky était servi librement à tous ceux qui en demandaient. Malgré cela, la plupart des hommes évitaient instinctivement les espaces clos, préférant rester sur le pont à l'air libre. Depuis la sécurité des canaux de sauvetage qui s'étaient éloignés, ceux qui regardaient savaient que la fin du Titanic était proche. La proue était complètement submergée et les ponts avant étaient sous l'eau. La poupe, encore surélevée au-dessus de la mer, commença à s'incliner de manière inquiétante. La superstructure, autrefois majestueuse, s'était enfoncée bas, et les ponts, désormais envahis par l'eau, étaient bondés de gens se déplaçant vers l'arrière à la recherche de sécurité. Le navire restait brillamment illuminé, ses lumières projetant une lueur fantomatique sur l'eau, et les faibles échos de la musique se faisaient encore entendre à travers la mer. L'orchestre, suivant les ordres, continuait à jouer,
plus des airs joyeux, mais désormais une mélodie solennelle et poignante d'un hymne. Pour les femmes dans les canots de sauvetage, la vue du navire illuminé en train de couler était un supplice déchirant. Beaucoup savaient que leurs maris, frères ou pères, étaient encore à bord, quelque part parmi la foule qui se réduisait, attendant l'inévitable. Impuissantes, elles pleuraient et suppliaient les équipages des canots de retourner, implorant qu'on sauve leurs proches. Leurs cris de désespoir résonnaient dans l'eau glacée, mais les marins, terrifiés à l'idée d'être aspirés par le naufrage du navire, refusaient de prendre le risque de s'approcher davantage. Tout ce qu'elles pouvaient faire, c'était attendre, tremblante dans la nuit froide, et observer les derniers instants du gigantesque paquebot, impuissante face à la tragédie qui se déroulait. Chapitre 10. Descente dans le sommeil éternel. La fin, lorsqu'elle arriva, fut aussi progressive qu'inévitable, tout comme chaque instant écoulé depuis la collision. De la même manière qu'il n'y eut pas un moment précis où tout le monde à bord comprit le danger ou accepta que le Titanic était condamné, il n'y eut pas un instant unique où l'on put déclarer « elle a disparu ». D'abord, le pont où se tenait le capitaine Smith était simplement mouillé par les vagues qui clapotaient contre lui. Puis, alors qu'une vague plus grande déferlait, l'eau envahit le pont, balayant temporairement le capitaine. Il revint, regagnant sa position, désormais debout dans l'eau jusqu'aux genoux. Le capitaine dit « Mes garçons, vous avez fait tout ce qui était humainement possible, et il n'y a plus rien à faire maintenant. Sauvez-vous tant que vous le pouvez encore, et que Dieu soit avec vous. » Non loin de lui se tenait un chauffeur, et, tragiquement, 2 petits-enfants non réclamés. Le chauffeur saisit un enfant, le capitaine l'autre, et une autre vague les souleva du pont, les emportant dans la mer. Le pont du navire s'inclina encore davantage, l'eau montant inexorablement, engloutissant morceau par morceau. Ceux qui étaient restés à bord, terrifiés par la mort imminente, se ruèrent vers l'arrière, tentant d'échapper à la mer qui avançait sans relâche. Soudain, la poupe commença à se lever hors de l'eau. Lentement et de façon lugubre, l'arrière du navire s'éleva dans les airs, dominant l'océan comme une immense ombre noire contre les étoiles. Ceux qui s'accrochaient à la poupe furent soulevés à des hauteurs vertigineuses. Certains tinrent bon, tandis que d'autres glissèrent le long des ponts lisses pour plonger dans l'eau glacée. Pendant ce qui sembla une éternité, bien que les estimations varient entre 2 et 5 minutes, la poupe resta suspendue dans les airs, entre ciel et mer. Certains passagers, convaincus que la fin était venue, sautèrent dans l'eau. Une série d'éclaboussures résonna, tandis que des corps, tels des feuilles éparpillées, tombaient dans l'abîme glacé. Les canots de sauvetage, maintenant éloignés, tenaient des passagers qui ne pouvaient qu'observer avec une horreur impuissante. Depuis leur position, ils virent la poupe illuminée du Titanic, étrange spectre brillant contre le ciel sombre. Ils observèrent les minuscules silhouettes, chacune une vie humaine, glisser ou sauter dans l'eau. Ils entendirent un grondement profond lorsque les immenses machines du navire se détachèrent de leur fixation en acier, traversant les ponts dans un fracas assourdissant. Des étincelles, semblables à une pluie dorée, jaillirent d'une des cheminées avant qu'elles ne s'effondrent dans la mer avec un bruit de tonnerre, écrasant ceux qui se trouvaient en dessous et secouant les canots à proximité. Des explosions déchirèrent la nuit alors que les cloisons en acier cédèrent et que les ponts éclatèrent sous la pression. Les lumières vacillèrent une dernière fois, puis s'éteignirent pour de bon. Dans un dernier mouvement lent et délibéré, le Titanic, tel une créature blessée, plongea sous les vagues. Le grand navire disparut dans les profondeurs glacées, laissant derrière lui une mer tourbillonnante. Il n'y eut pas de gigantesques tourbillons, comme certains le craignaient, mais l'océan bouillonnait de remous, de bulles et de débris. De la fumée, de la vapeur et de la cendre jaillirent des profondeurs, et la surface était jonchée de formes sombres et flottantes, fragments du navire et des nombreuses vies qu'il avait portées.
Le Titanic, autrefois symbole de la fierté et des accomplissements humains, reposait désormais au fond de l'Atlantique, ses pièces encore meublées, ses horloges toujours en marche, perdues à jamais dans les profondeurs silencieuses. Alors que le Titanic sombrait et que les vagues retrouvaient leur calme, une épreuve encore plus terrible commença. Les bateaux de sauvetage, remplis de passagers horrifiés, étaient entourés par les sons de désespoir s'élevant des eaux sombres. Un cri collectif terrifiant, composé de gémissements, de hurlements et de supplications, résonnait sur la mer, alors que des centaines de personnes luttaient pour leur vie dans l'eau glacée. Ceux qui étaient dans les canots, tourmentés par les cris de leurs amis et proches, n'osaient ni pas retourner sur les lieux de peur d'être submergés. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que rester assis, écouter et espérer que l'agonie se termine rapidement. Mais ce ne fut pas le cas. De nombreux survivants s'accrochaient à des débris flottants, morceaux brisés du navire ou épaves dispersées. Certains ne tinrent que brièvement avant de succomber à l'eau glacée, tandis que d'autres résistaient plus longtemps, appelant désespérément à l'aide. Parmi les canots, un seul osa revenir. Le 5e officier Lowe, après avoir transféré les passagers vers d'autres embarcations, retourna sur les lieux du naufrage avec un petit équipage. Ils ramèrent dans une mer si jonchée de corps et de débris qu'il était difficile d'avancer. À un moment, il leur fallut près de 30 minutes pour atteindre un homme agrippé à un morceau d'escalier situé à seulement 15 mètres, les rames heurtant constamment des corps sans vie. L'eau glaciale avait rapidement engourdi et emporté la majorité des nageurs, mais quelques voix fortes criaient encore, implorant d'être secourus. Certains survivants luttèrent vaillamment contre les probabilités. Un canot pliable, toujours dans son état fermé, avait été emporté par une vague juste avant que le Titanic ne disparaisse sous les flots. Bien qu'il ne fût pas complètement déplié, sa conception flottante lui permit de servir de radeau, soutenant ceux qui parvinrent à y grimper. Le 2e officier Lightoller, qui avait plongé lorsque le navire coula, fut aspiré profondément sous l'eau, plaqué contre une grille située au-dessus de la soufflante d'échappement du navire. Il fut propulsé à la surface par une explosion, mais fut de nouveau entraîné vers le fond lorsque l'eau retourna dans l'épave en train de sombrer. Il refit surface près du canot pliable et s'y accrocha pour survivre. Quelques instants plus tard, il assista à la chute massive d'une cheminée du navire qui s'abattit dans l'eau, écrasant de nombreux nageurs à proximité. Finalement, Lightoller fut secouru depuis le radeau par un autre canot. L'opérateur Radio Bride se retrouva également mêlé à ce canot pliable. Emporté dans l'eau lorsque le navire coula, il se retrouva piégé sous le canot, luttant pour s'en échapper. Après un effort désespéré, il réussit à grimper sur le radeau, rejoignant 5 ou 6 autres personnes déjà accrochées. Parfois, un autre nageur, plus robuste que la majorité, parvenait jusqu'au radeau et était aidé à monter. Tragiquement, certains moururent peu de temps après avoir été secourus. Lorsque les secours arrivèrent, 4 corps inanimés gisaient sur le radeau. Un autre canot renversé flottait à proximité, avec 6 hommes précaires, perchés sur sa quille, sa capacité maximale dans cet état. Parmi les survivants qui luttaient dans l'eau glacée se trouvait Caldwell, un passager de 2e classe. Pendant près d'1 heure, il avait nagé parmi les corps sans vie, ses forces s'épuisant et son espoir s'amenuisant. Apercevant une caisse avec un autre homme agrippé, Caldwell nagea vers lui et demanda « Cela peut-il nous porter à 2 ? Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. » L'homme, faisant preuve d'un remarquable altruisme, répondit « Attrape-toi et essaie, mon ami. En cette heure la plus sombre, nous affronterons ensemble ce qui viendra, que ce soit la vie ou la mort. Nous sommes tous frères dans ces eaux ce soir. » Les 2 hommes s'accrochèrent à la caisse, l'utilisant pour flotter jusqu'à atteindre le canot retourné, où ils furent tirés sur sa quille. Peu de temps après, un autre nageur approcha du canot, suppliant de l'aide. Mais le petit canot renversé était déjà surchargé, sa capacité poussée à la limite.
Accueillir une personne de plus risquait de le faire chavirer, mettant en danger tout le monde à bord. Ils n'eurent d'autre choix que de refuser. L'homme déclara, d'une voix pleine de détermination, « Très bien, mes amis, je comprends. Adieu à vous tous, et que la bénédiction de Dieu vous accompagne dans les heures et les jours à venir. Peut-être nous retrouverons-nous dans un monde meilleur. » Sur ces derniers mots, il disparut sous les vagues glacées. Le capitaine Smith, que l'on avait vu emporter du pont lorsque le navire avait sombré, réapparut une dernière fois dans l'eau. Il tenait toujours un enfant dans ses bras, nageant désespérément malgré les chances réduites de survie. Sa seule préoccupation semblait être le salut de l'enfant. Il atteignit un canot à proximité et appela « Prenez l'enfant ». Des mains tendues attrapèrent l'enfant et le hissèrent en sécurité. Les sauveteurs tentèrent alors d'aider le capitaine à monter à bord, mais il refusa, repoussant leur assistance. S'accrochant brièvement au bord du canot, il demanda « Qu'est-il arrivé à Murdoch ?» En apprenant que Murdoch avait péri, le capitaine Smith répondit simplement « Laissez-moi partir ». Il lâcha prise et nagea vers le navire en train de couler, disparaissant dans les eaux sombres. Sans gilet de sauvetage et sans intention d'être secouru, il était clair que le capitaine Smith cherchait à rester avec son navire jusqu'à la fin. Dans les profondeurs glacées près de l'épave, il trouva son dernier repos, uni dans la mort au navire qu'il avait commandé. Le hasard cruel du destin, dans une tragédie comme le naufrage du Titanic, fut illustré par ceux qui périrent, même après avoir atteint la sécurité d'un canot de sauvetage, et par ceux qui survécurent miraculeusement au chaos au cœur du désastre. Parmi les échappées les plus étonnantes figurait celle du colonel Gracie de l'armée américaine. Il sauta du pont le plus élevé au moment où le navire sombra et fut entraîné avec lui. Avalé par les profondeurs glacées, il fut violemment tourbillonné et entraîné plus bas que ce qui semblait humainement possible. Ce qui le sauva fut l'énorme explosion après la disparition du navire sous la surface. Se remémorant cet instant, le colonel Gracie raconta « J'ai eu l'impression d'être propulsé vers la surface par une force immense. C'était peut-être causé par des explosions sous-marines. Je me souvenais d'histoires horrifiantes de personnes bouillies vivantes. Mon esprit s'est mis à tourbillonner de pensées, ma maison, mes proches, comme si mon âme cherchait à leur dire adieu. Je priais encore et encore pour un miracle, bien que j'étais certain que ma vie touchait à sa fin. » Retenir son souffle était une torture, et Gracie savait qu'un seul faux pas signerait sa mort. Avec toute la force qui lui restait, il se propulsa vers la surface. Le trajet lui sembla interminable, mais il finit par percer les flots pour respirer à nouveau. Autour de lui, il n'y avait que l'obscurité de l'océan, jonché de débris et résonnant des cris déchirants des hommes et des femmes mourants. Il s'accrocha à des morceaux d'épave, se déplaçant de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'il atteigne un canot pliable. Ce canot, déjà surchargé, devint dangereusement instable à mesure que d'autres survivants tentaient d'y grimper. À un moment donné, ils durent repousser des naufragés désespérés. Gracie déclara « C'était la scène la plus déchirante et la plus horrible de toutes. Les cris désespérés de ceux que nous avons dû refuser résonnent encore dans mes oreilles. Je les porterai en moi pour toujours. Nous crions à chaque nageur « Tenez bon à ce que vous avez, un de plus, nous ferait tous couler. » Beaucoup de ceux qui furent repoussés affrontèrent leur sort avec une dignité incroyable, certains lançant « Bonne chance, que Dieu vous bénisse !» avant de disparaître sous les vagues. Malgré le froid et le chaos, les survivants sur le radeau s'accrochaient à l'espoir. Au loin, ils aperçurent des lumières, dont des fusées vertes qu'ils apprirent nées plus tard provenir de l'un des canots du Titanic. Toute la nuit, les vagues submergeaient leur fragile embarcation, mais ils s'accrochaient, portés par l'espoir ténu d'un sauvetage. À 2h20, tôt le matin, le Titanic disparut sous les flots, seulement 2h40 après avoir heurté l'iceberg. Pendant les 2 heures suivantes, les canots dérivèrent sans but,
dans la mer froide et sombre. Certains se regroupèrent par 3 ou 4, tandis que d'autres flottaient seuls. Les survivants endurèrent toutes sortes de souffrances, bien que leur inconfort physique parût insignifiant face au tourment mental de ce qu'ils venaient de vivre. Beaucoup de canots étaient remplis principalement de femmes, tandis que des chauffeurs et des stewards, peu habitués à ramer, peinaient à manier les avirons. Pourtant, au milieu du désespoir, des moments d'héroïsme émergèrent. Des femmes prirent les rames dans les canots où les hommes étaient trop peu nombreux ou incapables d'aider. La comtesse de Rothes se démarqua en prenant en charge son canot et en ramant sans relâche tout au long de la nuit. Peu savaient où ils allaient. Certains avaient aperçu des lumières lorsque le Titanic sombrait et tentait de ramer dans leur direction, mais ces lumières disparurent. Beaucoup se contentèrent de suivre un canot équipé de fusées vertes, utilisant celle-ci comme un guide. Un homme avec une lampe de poche signalait parfois dans l'obscurité, offrant une lueur d'espoir aux autres. Tous les canots n'étaient maintes pas pourvus de nourriture ou d'eau. Beaucoup de femmes portaient encore leurs vêtements de nuit, et certains hommes étaient en habits de soirée. Le froid mordant affectait tout le monde, bien que la mer restât calme, sans vent pour aggraver leur sort. Au fil des heures, les étoiles s'éteignirent. L'obscurité se dissipa, et les premières lueurs de l'aube révélèrent l'immensité de l'océan. Peu à peu, les canots devinrent visibles, éparpillés sur l'eau calme, parmi des fragments de l'épave. À présent, ils s'étaient éloignés de l'horrible scène du naufrage, et seuls quelques corps flottaient encore à la surface. La mer, aussi lisse que de l'huile, passa du gris au bleu profond à mesure que la lumière s'intensifiait. À l'est, le ciel rougit, passant à l'orange puis à l'or, tandis que la splendeur d'une aube atlantique se déployait devant des yeux alourdis par les horreurs inimaginables de la nuit. La lumière peignait les vagues de nuances de rose, de safran et d'or. Au milieu de cette splendeur matinale, une tache lointaine apparut à l'horizon. Elle devint une ombre, puis une forme, et enfin, la cheminée rouge et noire d'un paquebot se dessina, un navire porteur de secours et de promesses de sécurité pour les survivants transis et épuisés. Chapitre 11. Les conséquences d'une catastrophe. Alertés par le pouvoir de la communication sans fil, des navires de tout l'Atlantique Nord se dirigèrent à toute vitesse vers le Titanic après son appel de détresse, émis peu après minuit. Les capitaines reçurent des messages urgents, modifiant leur trajectoire, tandis que les ingénieurs poussaient leurs équipes de chauffeurs à redoubler d'efforts. Plus de charbon signifiait plus de vapeur, donc plus de vitesse, et une chance de sauver des vies. Même les navires trop éloignés ou sous-dimensionnés pour répondre firent route vers les coordonnées fournies par les opérateurs du Titanic, fidèlement transmises tout au long de la nuit. Certains navires, situés à des centaines de kilomètres, captèrent l'appel et y répondirent, comme le Parisien, à 800 kilomètres de là, qui changea de cap et fit route vers le nord. Mais il y eut des tragédies même dans ce miracle de communication. Le Californien, à seulement 27 kilomètres du Titanic, aurait pu arriver à temps pour sauver tous les passagers. Toutefois, son opérateur radio avait éteint son équipement pour la nuit, la rendant sourde aux appels désespérés du Titanic. Pendant ce temps, des navires comme le Virginian, l'Olympique et le Baltique entendirent l'appel et se précipitèrent vers les coordonnées fournies. Alors que l'opérateur radio du Titanic envoyait inlassablement ses messages, les stations à terre interceptaient les signaux de détresse. Cape Race, à 430 km de là, relaya la nouvelle à des navires, des remorqueurs gouvernementaux et des vapeurs dans les ports voisins, diffusant l'alarme aussi largement que possible. Le Carpathia et le Virginian furent parmi les premiers à répondre, modifiant leur route et poussant leur moteur à leur maximum. Malgré l'urgence, des retards coûtèrent un temps précieux. Le Frankfurt, après un frustrant retard d'1h30, répondit finalement à 1h35 du matin en déclarant « Nous partons vers vous ». À 1h41,
le Titanic envoya une mise à jour inquiétante à l'Olympique. CQD, chaudières inondées. L'Olympique demanda « Y a-t-il déjà des bateaux autour de vous ?» Mais aucune réponse ne vint. Des messages encourageants arrivèrent comme sporadiquement d'autres navires. « Nous venons », signala le Birma, à seulement 80 km. Mais ensuite, le silence. Le rythme régulier des appels du Titanic s'était arrêté. Dans les salles radio de l'Atlantique, des hommes écoutant attentivement avec des écouteurs pressés contre leurs oreilles réalisèrent que la voix du Titanic s'était tue. Le Birma rapporta à l'Olympique « Tout est silencieux maintenant ». Les seuls sons qui subsistaient dans l'immense océan étaient les moteurs rugissants et les coques fendant les flots d'une douzaine de navires convergeant vers la dernière position connue du grand paquebot, désormais englouti par les eaux glacées. Le capitaine Rostron du Carpathia savait que son navire serait probablement l'un des premiers à atteindre la position du Titanic. Aux alentours de minuit, ce dimanche, les passagers du Carpathia remarquèrent une activité inhabituelle. Le navire changea de cap et le calme de la nuit fit place à une effervescence de mouvement. Les moteurs, poussés à leur limite, provoquaient une vive vibration alors que la pression de vapeur augmentait. Le chef steward organisa son équipe pour préparer des sandwichs et des boissons chaudes, tandis que l'eau chaude fut coupée dans les cabines et les salles de bain pour rediriger chaque once de vapeur vers les moteurs. Le Carpathia se trouvait à près de 110 km du Titanic lorsqu'il fit route vers le nord. Après plus de 4 heures de course effrénée dans la nuit, le premier canot de sauvetage fut aperçu à l'aube. En s'approchant, l'équipage repéra d'autres canots, des débris flottants et des morceaux de glace. Le capitaine Rostron arrêta le navire à une certaine distance pour préparer l'arrivée des rescapés. Des échelles de corde, des sangles en toile et la passerelle d'embarquement furent installées pour faciliter l'embarquement des passagers, notamment ceux trop affaiblis pour grimper. Les passagers du Carpathia se massèrent le long des rambardes, observant la scène avec une attention silencieuse. Le premier canot à arriver transportait des femmes et des enfants, certaines vêtues de robes de soirée, d'autres portant des manteaux de fourrure jetés hâtivement sur leurs chemises de nuit, et d'autres encore enveloppées de haillons ou de châles. Certaines femmes étaient blessées, d'autres à peine conscientes, et toutes arboraient des expressions de terreur absolue. Des bébés pleurant et des blessés alourdissaient encore l'atmosphère tragique. À mesure que d'autres canots atteignaient le navire, le processus de sauvetage des 700 survivants continua pendant plusieurs heures. Le dernier canot fut hissé à bord après 7 heures passées en mer. Les rescapés montaient par des échelles ou étaient hissés dans des sangles où des stewards les accueillaient avec du rhum et du cognac pour ranimer les évanouis. Les passagers exténués étaient conduits à des lits improvisés ou dirigés vers le salon pour recevoir des boissons chaudes et de la nourriture. L'équipage du Carpathia travailla sans relâche pour offrir soins et réconfort à ces survivants éprouvés. Mais le sauvetage apporta autant de chagrin que de soulagement. À mesure que chaque canot arrivait, les rescapés cherchaient désespérément leurs proches parmi les survivants. Lorsque l'on comprit qu'aucun autre canot n'arriverait et que l'ampleur de la tragédie devint évidente, le deuil envahit le Carpathia. Des femmes, qui avaient conservé leur calme pendant l'épreuve, s'effondrèrent en hystérie, criant le nom de leurs proches disparus. Certaines personnes, dépassées par le choc, perdirent la raison, tandis que d'autres, malgré leur sauvetage, succombèrent tragiquement. Les passagers du Carpathia cédèrent leur cabine et partagèrent leurs vêtements avec ceux qui avaient été tirés des eaux glacées, souvent à moitié nus. Peu à peu, l'épuisement, une résignation silencieuse et les soins médicaux ramenèrent un semblant de calme. Les morts, y compris ceux récupérés trop tard, furent solennellement confiés à la mer. Avec sa cargaison funèbre, le Carpathia mit le cap sur New York, portant le poids d'une tragédie inimaginable. Pendant que le Carpathia s'occupait de sauver les survivants, le Californian arriva pour poursuivre les recherches dans la zone.
il fut décidé que le Californian continuerait à chercher d'éventuels survivants, tandis que le Carpathia se rendrait directement à New York à pleine vitesse. D'autres navires ayant répondu à l'appel de détresse arrivèrent plus tard dans la matinée pour aider dans les recherches ou firent demi-tour après avoir appris du Carpathia qu'il n'y avait plus de survivants à secourir. Pendant ce temps, à terre, confusion et manque d'informations régnaient. Tôt lundi matin, New York et Londres reçurent des nouvelles indiquant que le Titanic avait heurté un iceberg et était gravement endommagé, mais aucun autre détail n'était disponible. Plus tard, un message non vérifié circula, affirmant que le Titanic était remorqué vers Halifax par le Virginian et que tous les passagers étaient sains et saufs. Ce faux rapport fut publié dans les journaux du soir à Londres lundi et même repris dans les premières éditions des journaux de mardi, accompagné d'histoires célébrant la prétendue évasion miraculeuse du navire. Même les responsables de la White Star Line manquaient d'informations claires lundi. Dans leur bureau de New York, des foules de journalistes et de proches anxieux des passagers exigeaient des nouvelles. Cependant, la croyance en la réputation d'insubmersibilité du Titanic éclipsait les craintes d'une catastrophe majeure. Franklin, vice-président de l'American Trust, propriétaire de la White Star Line, déclara ce lundi, reflétant l'incertitude du moment: « Nous n'avons reçu aucune communication directe du Titanic, mais nous avons une totale confiance dans la conception insubmersible du navire. L'interruption des messages Marconi ne signifie rien. Cela pourrait être dû à des interférences atmosphériques, à des navires à proximité ou à d'autres problèmes mineurs. Nous ne sommes pas préoccupés par la perte du navire, car il ne peut pas couler. Cependant, nous regrettons l'inconvénient causé au public voyageur. Même si le Titanic est incliné vers l'avant, il est capable de flotter indéfiniment dans cet état. » Ce mot, insubmersible, était encore utilisé, bien que désormais, dans une ironie sombre, il ne puisse s'appliquer qu'au moment où le navire reposait au fond de l'océan. Mardi matin, lorsque l'ampleur totale de la catastrophe devint évidente, ces assurances audacieuses furent réduites en miettes. Franklin dut s'adresser à nouveau aux journalistes, cette fois avec un ton empreint de regret. « J'assume l'entière responsabilité de cette déclaration précédente. Je la croyais sincèrement au moment où je l'ai faite. L'incident impliquant l'Olympique, lorsqu'il entra en collision avec le croiseur Hawke, m'avait convaincu que ces navires, tant l'Olympique que le Titanic, étaient construits comme des cuirassés, capables de résister à presque tous les accidents, particulièrement une collision. J'ai fait cette déclaration de bonne foi, mais je dois maintenant accepter qu'elle était erronée, comme la tragédie l'a prouvé. » Pendant 3 jours, alors que le Carpathia naviguait à travers les mers glaciales et les eaux ouvertes en direction de New York, le monde fut bouleversé par le choc d'une catastrophe sans précédent. À New York, des foules se rassemblèrent devant les bureaux de la White Star Line, submergées par le chagrin, la colère et le désespoir face à l'absence de nouvelles. Peu à peu, des listes de survivants commencèrent à arriver depuis le Carpathia, chaque nom apportant soit l'espoir, soit la confirmation d'un deuil. Finalement, lorsque tous les noms furent enregistrés, vérifiés et revérifiés, la réalité horrifiante apparut dans toute sa clarté. 703 sauvés, 1503 perdus. Les jours d'attente à New York furent remplis d'angoisse, d'espoir et de désespoir, alors que familles et amis des passagers du Titanic se rassemblaient devant les bureaux maritimes. Les émotions étaient vives entre moments de soulagement et de gratitude pour les survivants et des douleurs écrasantes pour les disparus. Tout atteignit son paroxysme jeudi soir, lorsque le Carpathia arriva enfin à New York, transportant les passagers secourus. Les autorités prirent des précautions strictes pour maintenir l'ordre et respecter la solennité de l'événement. L'entrée du quai était étroitement surveillée, n'accordant l'accès qu'à ceux ayant un lien direct avec les survivants ou une mission officielle. Même le Carpathia fut protégé de toute intrusion,
Les agents des douanes et les journalistes se virent interdire de monter à bord, malgré les efforts persistants de certains reporters qui, sous la pluie, approchèrent sur de petites embarcations dans l'espoir de s'en approcher. Mais le Carpathia continua sa route sans être dérangé, glissant silencieusement sur l'Hudson à travers la brume. En attendant sur le quai, des infirmières, des médecins et des équipes d'ambulanciers étaient prêts à intervenir, s'attendant au pire après avoir entendu des rumeurs sur l'état des survivants. Dans les jours précédant l'arrivée du navire, les femmes de New York avaient organisé un puissant effort de secours, collectant de l'argent et des vêtements pour les nécessiteux, notamment parmi les passagers de 3e classe. Ces bénévoles se tenaient prêts sous la pluie froide, déterminés à offrir tout le réconfort possible. Enfin, le Carpathia apparut, avançant lentement vers le quai de la White Star Line. Les éclairs des photographes illuminèrent la scène, un hommage silencieux à l'arrivée du navire. Une fois amarré, des barrières empêchèrent la foule d'avoir une vue directe, ne laissant entrevoir que de brefs aperçus de la passerelle où les survivants commencèrent à débarquer. Le processus était lent et solennel, surveillé avec la plus grande attention. Un observateur décrivit le moment avec émotion, soulignant la gamme d'émotions visibles sur les visages des rescapés. Certains semblaient figés dans une expression de stupeur ou de terreur, tandis que d'autres paraissaient en colère ou paralysés par le choc. Beaucoup étaient hagards, incapables de saisir pleinement ce qu'ils avaient vécu. Certains survivants furent portés sur des civières ou soutenus par des infirmières, d'autres s'appuyaient sur des membres d'équipage pour avancer. Ils furent accueillis soit par des proches dans des retrouvailles bouleversantes, soit par l'effroyable réalité qu'aucun être cher ne les attendait. Parmi les scènes les plus déchirantes, on distinguait 5 ou 6 bébés portés hors du navire sans leur mère. Beaucoup étaient non identifiés, leur nom perdu dans le chaos de la catastrophe. Pourtant, contre toute attente, ces petites vies fragiles avaient été préservées, une lueur d'espoir au milieu d'une mer de tragédie. Au fur et à mesure que les survivants descendaient du Carpathia, la dure réalité s'imposait à tous les spectateurs. Pour chaque personne posant le pied sur la terre ferme, vivante mais marquée, physiquement, émotionnellement ou financièrement, il y en avait 2 qui avaient empéri. Beaucoup dérivaient encore dans les eaux froides de l'Arctique, ou reposaient silencieusement dans la vallée profonde de l'océan où le Titanic avait sombré. Ce déséquilibre tragique offrait une image poignante de la perte. Lorsque presque tout le monde avait débarqué et que la foule commençait à se disperser, une dernière figure émergea, Bruce Ismay. Amaigri et accablé de chagrin, Ismay portait un fardeau unique et écrasant. En tant que figure emblématique de la création du Titanic, il était devenu le symbole de toute la fierté et de l'ambition ayant conduit à la naissance de ce grand navire. Bien qu'il ait survécu, il portait en lui le poids du deuil et des accusations de nombreux autres. Ismay affronta cette tempête non pas avec honte, il n'avait pas de raison d'avoir honte, mais avec une dignité silencieuse. Il se concentra sur des actions concrètes pour aider les autres, refusant de se défendre face à la vague de critiques et d'amertume qui allait bientôt le frapper. À New York, des vagues de sympathie et de soutien affluèrent pour les endeuillés et les démunis. L'aide et la compassion entourèrent ceux qui avaient juste souffert de manière si visible. Mais pour Bruce Ismay, il n'y eut aucune telle compassion. Parmi tous ceux qui descendirent de la passerelle cette nuit-là, il fut peut-être celui qui avait le plus besoin de pitié, et pourtant, il n'en reçut aucune. Les grands symboles de l'honneur, de la gloire et du temps qui ornaient le grand escalier du Titanic reposent aujourd'hui écrasés dans les profondeurs de l'océan. Si le temps s'est arrêté pour les 1500 âmes perdues, l'honneur et la gloire perdurent à travers leurs sacrifices, révélant des qualités qui dépassent toute mesure humaine. Le Titanic incarnait l'arrogance humaine face à la puissance de la nature. Ses aménagements luxueux avaient créé une illusion de sécurité, mais ces murs d'acier n'ont pas résisté à la force de l'océan.
Cette confiance mal placée en l'invincibilité du navire a conduit à un terrible réveil. La mort est survenue de manière inattendue, transformant une nuit de luxe en une tragédie. Ceux qui se trouvaient à bord ont affronté leur destin au milieu du confort et du raffinement, tandis que la réalité glaciale émergeait lentement des ténèbres. Ni les héros, ni les lâches ne peuvent être définis simplement par leur survie ou leur perte. Ce qui compte, c'est la réponse collective à la crise. Bien que la mort ait fauché de nombreuses vies, elle n'a pas brisé l'esprit humain face à ce test ultime pour la civilisation. Les passagers de tous horizons ont affronté cette épreuve avec une dignité remarquable. Malgré des vies parfois marquées par le confort, beaucoup ont montré un courage silencieux dans leurs derniers instants, restant calmes en attendant leur sort. L'équipage a fait preuve d'une dévotion extraordinaire. Bien que recruté dans l'urgence et sans la rigueur d'un entraînement militaire, il a tenu ses postes avec une résolution impressionnante. Les travailleurs de la salle des machines ont particulièrement incarné cet esprit, maintenant les systèmes en fonction même lorsque l'eau les encerclait. Leur sacrifice illustre la tradition maritime du service au-delà de soi. Dans l'obscurité et face à l'eau montante, ils ont démontré la capacité humaine au courage désintéressé. L'équipe de la salle des machines, consciente de son destin, est restée à son poste jusqu'à la fin. Ailleurs sur le navire, d'autres ont continué à remplir leurs devoirs. Des jeunes garçons transportant des provisions, des postiers tentant de sauver le courrier, des commissaires sécurisant des objets de valeur, ou encore des stewards assistant les passagers. Cette pure expression du devoir ne découlait pas d'ordre, mais de leur caractère. Dans cette crise, la véritable nature humaine s'est révélée, non pas comme une preuve de la supériorité d'un groupe, mais comme un témoignage du courage et de la dignité qui transcendent la peur et la mort.